Fred Savard avec vous pour un 35e épisode de la balado. Je ne vais pas vous parler longtemps parce qu'on a tout un épisode aujourd'hui très costaud. On a Philippe de Grosbois qui va venir nous analyser le discours. Là, c'est vraiment Philippe de Grosbois, le sociologue, qui est là aujourd'hui, qui va nous analyser tout ce discours sur les hommes blancs abandonnés. On va bien sûr faire un petit clin d'œil à ce qui est arrivé à Shawinigan, cette manifestation suprémaciste blanche à Shawinigan. Et Philippe va se poser la question. Cela dit, ça fait longtemps que c'est prévu. Là, c'est pas, il ne rebondit pas du tout là-dessus. Moi, j'en parlerai plus tard à la fin de l'épisode. Là. J'ai une petite analyse à vous offrir, particulièrement avec le traitement médiatique de l'événement. Mais Philippe, donc, va s'intéresser à ce discours des laissés-pour-compte du système, les gens qu'on a oubliés, qui votent pour des partis d'extrême droite, puis que ça ne serait pas de leur faute, puis c'est des gens qui travaillaient dans le milieu ouvrier, puis la gauche les abandonnés. Alors, Philippe va s'intéresser à ce discours pour voir jusqu'à quel point c'est vrai. Et prenez des notes, ayez un papier et un crayon pas loin parce qu'il va nous suggérer des lectures, en fait, extrêmement intéressantes. Il y a Godefroy Lorando qui est là avec Francis Lepage. On essaie une nouvelle affaire et vous allez voir, c'est extrêmement fécond. Je veux pas trop vous en dire, mais c'est un livre que j'avais reçu, que j'ai appelé Godefroy pour lui dire « Hey, je pense que ça va t'intéresser ». Et finalement, l'auteur du livre, qui est un collectif, mais c'est lui qui a dirigé, qui a fait l'édition de ce livre-là, à compte d'auteur, c'est vraiment comme une espèce de bible du monde, pas juste du monde urbain, mais de l'urbanisme, de l'économie des villes, la taxe foncière, la mobilité, comment on organise la démocratie participative dans une ville. Vraiment un livre vraiment intéressant. En tout cas, je ne veux pas trop vous en dire parce que les segments sont longs, mais vous allez voir, ça va donner quelque chose de très fécond parce qu'on va retrouver ce segment-là. Je suis certain, je pense qu'on a créé quelque chose. Il est arrivé quelque chose pendant qu'on enregistrait à la librairie Raffin sur la rue Saint-Hubert. Et on va terminer l'épisode. Juste avant ma petite analyse guillerette des médias et de la montée de l'extrême droite, c'est Laurence Guénette de la Ligue des droits et libertés qui va venir nous présenter un nouveau partenariat avec... je ne savais pas que la Ligue des droits et libertés avait une revue qui s'appelle, tiens, Droits et libertés. Alors, on va présenter le numéro 1 du volume 45, donc de cette année, le numéro printemps-été. On va faire ça avec Laurence Guénette et ça va être très intéressant. Et j'ai une petite surprise à la fin aussi. Je vous offre un extrait. Il n'y aura pas de chanson. C'est un extrait d'un sketch d'humour, mais qui est prophétique. Voilà, je n'en dis pas plus et je vous souhaite sur ce un excellent épisode 35. Bonne écoute tout le monde. Philippe de Grosbois. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. On se voit encore, les gens ne savent pas. Vous avez tout dansé, vous? Oui, bien sûr. Vous avez dansé la semaine dernière. Oui, j'aime ces soirées. Qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? En fait, je voulais être plus dans l'analyse du discours aujourd'hui. Vous savez que je travaille sur un projet de livre. Oui, je frétille. Et en fait, là, la chronique est un peu inspirée d'un des chapitres. C'est le récit des oubliés du système. Hein. C'est un récit qui est très populaire pour expliquer la montée de l'extrême droite. Qu'est-ce qu'on entend d'habitude par les oubliés du système? En gros, on peut dire que c'est des hommes blancs en région de classe ouvrière. Bon, c'est peut-être pas toujours les 4 cases qui sont cochées, mais mais souvent, on tourne généralement autour de ça. Ouais. Et quand on dit oublier, c'est oublier par qui, dans le fond? Mais c'est oublié un peu par tout le monde. Hein. Les politiciens ne s'adressent plus à eux. Ouais. L'économie mondialisée, c'est des gens souvent qui ont subi la désindustrialisation. Donc, la mondialisation de l'économie les a comme largués. En Grande-Bretagne, on les appelle les left behind, des gens qui ont été comme laissés pour compte. Les médias, évidemment, qui sont urbains, branchés, woke, et bien sûr, ne traitent pas d'eux. Le Devoir, c'est le journal woke. Oui, c'est ça. Bon, les gens de la ville en général, hein, les bobos, les hipsters, la ville qui est multiculturelle, qui est très mondialisée, très hyper connectée. La gauche aussi les a oubliés parce qu'ils sont tellement coincés dans leur
guerre culturelle, dans leur question de pronoms, puis de toilettes. Et puis donc, pendant ce temps-là, ben, les gens sont oubliés. Il y a des oubliés du système. Alors, ce qu'il y a derrière ça, c'est aussi de dire que, dans le fond, l'appui à l'extrême droite, ça vient d'abord d'une situation de fragilité, une situation de victime. Donc, c'est des gens qui ont d'abord subi quelque chose et là, ils sont vulnérables à cause de ça et manipulables. Autrement dit, ça veut dire que voter pour l'extrême droite, ça ne vient pas d'une réflexivité, d'une agentivité, d'une démarche. C'est parce qu'ils ne sont pas assez éduqués, c'est parce qu'ils ne s'informent pas aux bonnes sources, c'est parce qu'il y a des événements perturbateurs. Ou parce qu'on leur a pas bien parlé. C'est ça. Souvent, c'est un problème communicationnel. Ils sont coincés dans les chambres d'écho, etc., etc. Donc, c'est un récit qui est quand même très populaire auprès des journalistes centristes. Je ne sais pas si vous vous souvenez sur Twitter avant la période sombre. Il y avait un mème qui était le mème de l'Ohio Diner. C'était un compte qui s'appelait le New York Times Pitch Bot, ça, de parodie du New York Times. Et il y avait souvent ce truc récurrent qui disait In this Ohio Diner, it was a tradition. Puis c'est vraiment comme le journaliste qui s'en va dans le diner du fond de l'Ohio. Sur le terrain. Pour voir, exactement, sur le terrain, pour voir qu'est-ce que les vrais Américains pensent. Vrai Américain veut dire homme, blanc, région, classe ouvrière. C'est ça un vrai Américain. Au Québec, on a Yves Boisvert qui est quand même assez spécialisé, si je peux dire, dans ce type de reportage. En 2022, il était allé au pays d'Éric Duhem, qui était la Beauce. C'était comme ça que l'article s'appelait, au pays d'Éric Duhem. Il a fait plusieurs reportages aux États-Unis à des présidentielles là-dessus. D'ailleurs, François Cardinal avait fait à un moment donné un article qui il va être un peu l'employé du mois. Là. Il avait rendu un peu hommage. Ça s'appelait Les aventures de Tintin au pays de Trump. Dans ses carnets, j'imagine? Oui, c'est ça. Oui. Et donc là, c'est François Cardinal qui parle des reportages des Boisvert. Et là, il parle des oubliés en question. Là, je cite François Cardinal. Il dit « Ils ont souvent la nostalgie d'un monde qui s'éloigne, du small town America qui se meurt, d'une époque patriarcale ou d'un pays, en guillemets, qui était mieux avant. » Ce que Trump a résumé en promettant de rendre à l'Amérique sa grandeur passée, une aspiration qui est celle de bien des Américains, pas juste les plus radicaux. Une de ces leçons à tirer des scrutins des deux pays pour qui tend l'oreille, c'est que bien des gens ont l'impression de ne pas être entendus. Pire, ils ont l'impression de ne pas avoir le droit de penser ce qu'ils pensent. Hein, c'est vraiment des gens qui sont mis à l'écart. Par ailleurs, je dis, c'est populaire chez les centristes, mais c'est aussi populaire dans un segment de la gauche. Il y a un livre qui a été quand même assez marquant, assez influent, publié dans les années 2000 de Thomas Frank, qui s'appelle « What's the Matter with Kansas ». Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Traduit en français par « Pourquoi les pauvres votent à droite ». Aux éditions Agone en France. Et en fait, Thomas Frank vient du Kansas à l'origine. Et donc, on est au milieu des années 2000. George Bush II, le fils, vient d'être réélu. Première élection, fraude, machin, Floride, Al Gore, c'était pas beau. Mais là, la deuxième élection, il y avait eu la guerre en Irak, tout ça. Puis pourtant, Bush était rentré quand même assez solidement. Et Frank est allé au Kansas. Il est retourné à son État natal pour voir pourquoi un État qui était quand même assez col bleu, assez ouvrier, finalement, avait voté pour Bush. Et lui, en fait, ce qu'il disait, c'est que, dans le fond, les démocrates étaient rendus, c'est ça, trop urbains, trop déconnectés. Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, les républicains avait tablé plus sur, à l'époque, on disait God, Gods and Gays, c'est-à-dire la religion, les armes et le mariage gay ou l'homosexualité, diversité sexuelle en général. Et donc, c'est comme ça que... Moi, je pensais gays dans le sens de regarder... Ah non! Non. Gaze. C'est parce que vous êtes déjà rendu trop woke, là. C'est male gaze, là. Non. C'est pas ça au Kansas, là. Alors, donc, c'est populaire aussi à gauche. Ça a eu quand même beaucoup d'influence, cette thèse-là de Thomas Frank. Et je fais une nuance là avant, parce qu'on va quand même déconstruire tout ça là, un peu, mais c'est pas un récit qui est complètement fou. C'est pas quelque chose qui est inexistant. C'est vrai que des gens qui vivent une situation de détresse peuvent en venir à se crisper sur un aspect de leur identité ou à suivre des sauveurs ou que des gens pointent des boucs émissaires. Il y a des gens, souvent des gens qui ont un peu... Qui ont été du côté obscur de la force puis qui sont revenus, des anciens masculinistes, des anciens conspirationnistes, des anciens néo-nazis, qui peuvent raconter ça, comment des fois ils étaient dans une situation extrêmement difficile. On pense par exemple aussi les jeunes dans les écoles qui se font stigmatiser, qui ont l'objet de beaucoup de bullying. Souvent, c'est ça qui les radicalise. Donc, ça peut exister. C'est vrai aussi que plusieurs partis de gauche, depuis les années 80, ont abandonné une critique radicale du système et que peut-être que ça laisse quand même un certain espace vacant à d'autres sortes de critiques.
Et on sait aussi récemment que Mamdani, le fameux Zoran Mamdani que Sébastien Bovet avait de la misère à prononcer son nom, 10% des gens qui ont voté pour Mamdani avaient aussi voté pour Trump à l'élection d'avant. Donc, c'est pas quelque chose qui est inexistant, c'est pas rien. Mais j'aimerais quand même ça qu'on fact-check un petit peu là, ce récit-là parce que OK, c'est pas une réalité qui est inexistante, mais il y a beaucoup d'angles morts. Je reviens sur Thomas Frank. Thomas Frank, c'était pas une étude là, comme vraiment de sciences politiques comme telle. Il y a des chercheurs qui ont essayé d'aller voir un peu là, ce qu'il en était. Puis les bases empiriques sont assez faibles. En fait, c'est que Thomas Frank, ce qu'il dit, c'est que il était frappé par le paradoxe que les États pauvres votaient républicains alors que des États riches votaient démocrates. États pauvres comme Kansas, mais aussi Louisiane. Mais en fait, c'est quand on regarde plus en détail, c'est qu'à l'intérieur d'un État pauvre, c'est quand même les plus riches qui votent républicains et les plus pauvres qui votent démocrates. Donc, il y a comme une espèce de finesse qu'on ne va pas nécessairement chercher. On revient aussi souvent sur l'élection de 2016 aux États-Unis en disant que il y a des États pivots, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, justement des États qui ont subi de la désindustrialisation et que ces États-là avaient voté pour Obama puis qu'en 2016, ils avaient voté pour Trump. Mais en fait, encore une fois, quand on fait une étude un petit peu plus poussée du vote, ce qu'on se rend compte, c'est que les démocrates qui étaient déçus se sont surtout abstenus de voter. Donc, c'est pas qu'ils ont dit « je vais aller pour Trump parce que Trump me parle de l'usine puis de Make America Great Again ». Ils ont juste dit « ben non, ça me parle pas. Clinton, t'es assez néolibéral. Les démocrates me déçoivent, je ne vais pas leur donner mon vote. » Donc, je vais juste pas aller voter. Il n'y avait pas d'effervescence, de mobilisation forte. Si on regarde en France, parce qu'en France aussi, on a un peu ce discours-là. Commençons par Éric Zemmour et le Parti Reconquête. Là, Éric Zemmour, là, ça, c'est à droite du Rassemblement national. Là. Éric Zemmour, là, c'est extrême solide. Il y a deux économistes que sûrement les auditeurs et auditrices se connaîtront, Julia Cagé et Thomas Piketty, qui ont fait une grosse étude, toujours des grosses études, des grosses briques, là, sur l'évolution du vote en France, sur le plan historique, en lien avec les inégalités. Puis il y avait un segment, ça date de peut-être 2-3 ans, là, ça, où ils expliquent un peu qui vote pour Zemmour en France. Le socle électoral du bloc national patriote est extrêmement fragile. D'un côté, vous avez l'électorat Marine Le Pen et de l'autre côté, vous avez l'électorat Marion Maréchal Le Pen et Éric Zemmour, qui, d'après ce qu'on a pu montrer dans le livre, est vraiment l'un des électorats les plus bourgeois de toute l'histoire. Encore plus bourgeois que l'électorat du vote Macron. Ils vont se l'arracher, tous. Mais c'est important ce que dit Julia, parce que parfois, on essaye de faire croire dans ce pays que les électeurs anti-immigrés sont forcément des électeurs de classe populaire. Mais pas du tout. En fait, les électeurs les plus anti-immigrés sont des électeurs bourgeois. C'est-à-dire qu'on peut être bourgeois, riche et très anti-immigré, anti-populaire. Et si vous regardez l'électorat, le socle Zemmour et Marion Maréchal Le Pen, et là-dessus, ils sont complètement dans le même bateau. Nous, on a une méthode très simple, on appelle ça le jeu du vote le plus bourgeois ou du vote le plus populaire. On classe les 36 000 communes, des plus pauvres jusqu'aux plus riches, et on regarde comment le score, en pourcentage du score moyen du candidat au niveau national, évolue. Alors, sur Macron, la pente est très très forte. Sur Zemmour, la pente est encore plus forte. Le seul électeur, c'est-à-dire que concrètement, si on regarde dans les 1% des communes les plus riches, il va être à 3-4 fois son score moyen, alors que dans les 10% des communes les plus pauvres, il est à même pas la moitié de son score moyen. C'est-à-dire, on n'a jamais vu une pente pareille, sauf Alain Madelin au présidentiel de 2002. Et c'est ça. Bon, j'avais laissé Madelin, mais bon. Ouais. Donc, c'est ça. C'est que, ça s'est confirmé récemment. Il y a eu des élections municipales dernièrement. Ouais. Et à Paris, la candidate de Reconquête qui s'appelle Sarah Knafo avait ses appuis dans les quartiers les plus riches de Paris. Sarah Knafo qui est la conjointe d'Éric Zemmour. Ah, ça, je ne savais pas, par exemple. Oui. Vous savez, je suis toujours au courant des potins montants de l'extrême droite. Oui, oui, c'est sa conjointe. Oui. Mais là, je ne fais pas de jugement, mais ils ont une bonne différence d'âge. Ah, ben, c'est... Mais Éric a des charmes qui ne sont pas vraiment apparents quand on le voit à la télévision. Mais il paraît que dans le privé, là, c'est un chic bougre. Bon. Mais toujours est-il qu'à Paris, c'était les quartiers les plus riches qui ont voté pour elle. Dans le cas du Rassemblement national, c'est différent. Zemmour, il y a quelque chose quand même d'assez particulier à quel point c'est un vote qui est bourgeois. Rassemblement national, c'est un peu différent. On a un électorat qui est souvent faiblement diplômé et qui est dans une frange relativement privilégiée des classes populaires. Bon, c'est sûr, il faut faire attention à notre choix de mots, mais c'est dans le sens des gens qui sont de milieux populaires, mais qui ont quand même réussi à gagner une certaine stabilité sur le plan économique. D'ailleurs, c'est un peu la même chose aux États-Unis. La base populaire, si on veut, là, de l'extrême droite,
que ce soit aux États-Unis ou en France, c'est classe moyenne inférieure. Ça veut dire des petits propriétaires, cadres inférieurs d'entreprise ou des gens qui sont des ouvriers, mais dans la frange quand même mieux nantie, qui a peut-être syndiqué, qui peut avoir eu quand même un assez bon salaire. Travailleurs du secteur des mines, construction. C'est ça, exact. Et c'est des gens qui cherchent à se démarquer du reste des classes populaires, à les garder à distance parce qu'ils la voient comme multiethnique, coincés dans la pauvreté, dans l'assistanat. Donc, ils cherchent vraiment à se démarquer. Parfois, si je retourne à la France, quand on regarde la progression du Rassemblement national, il y a des gens qui vont remarquer, avant, il y a des communes où ça votait Parti communiste et aujourd'hui, ça vote plus Rassemblement national. Et là, c'est tentant, un peu comme on parlait tantôt pour Trump, c'est tentant de dire, il y a eu une transition de l'un à l'autre, mais il y a des chercheurs, il y a un bon livre qui est sorti il y a quelques années qui s'appelle Extrême droite, la résistible ascension, qui fait beaucoup d'états de recherche en France, puis les chercheurs disent que ça existe quand même presque pas. Les transferts directs de l'extrême gauche à l'extrême droite sont quand même assez rares. Parce que ce type d'électorat-là que je viens de parler, traditionnellement, il n'est pas de gauche. Au contraire, c'est des gens qui peuvent être assez traditionnalistes puis assez acquis aux valeurs néolibérales. C'est-à-dire, il n'y a pas de ressources pour tout le monde. On est dans des marchés compétitifs. Si on travaille fort, on va s'en sortir. Exactement. La richesse vient du travail. La richesse des gens au sommet, soit elle est justifiée ou en tout cas, sinon, elle est inatteignable. On ne peut pas rien faire par rapport à ça. Par contre, on peut faire quelque chose sur les gens qui sont en bas de nous. Qui nous coûte trop cher. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout un électorat de droite qui se radicalise. Comme on est dans un contexte qui est d'austérité, l'idée que l'argent va à ceux qui le méritent, là, cette idée-là devient de plus en plus rigide, de plus en plus exclusive. Ça va se refermer autour des vrais Français, des vrais Américains, tout ça entre guillemets, contre les populations qui sont racisées issues de l'immigration. Aux États-Unis, on dit America First. Le Rassemblement national en France, c'est la préférence nationale. C'est de dire c'est les nôtres d'abord. Donc, comme je disais, c'est pas un récit qui est à 100% faux, mais qui est quand même... Moi, ça m'intrigue comment un tel récit peut être aussi populaire. Aussi répété, en fait. Exactement. Moi, ça me fascine un peu ces sortes de lieux communs-là. J'avais déjà fait une chronique sur les chambres d'écho. Oui. Pourquoi il y a comme des formules comme ça qui sont comme séduisantes. Il y a une espèce d'efficacité. On ne va pas les vérifier. Non, mais il y a... C'est comme si ça apporte quelque chose. Il y a quelque chose de séduisant, presque de réconfortant là-dedans. Donc, je voulais me pencher un petit peu là-dessus. Quel rôle ça joue dans les débats publics? Bon, c'est populaire, premièrement, parce que ça bénéficie à plein de forces politiques différentes. Les leaders d'extrême droite, évidemment, sont ravis d'être présentés comme des porte-voix des oubliés de la société, des exclus de la société, plutôt que comme des gens qui entretiennent l'animosité contre plus vulnérables encore. Et qui souvent font partie de l'élite économique. Ben oui, non, absolument. Ben oui. La plupart du temps, en fait. Pensons à Trump, tous les technofascistes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a ça permet aussi de s'approprier ce concept-là d'oublier du système. C'est-à-dire qu'on peut invisibiliser des gens qui sont pas mal plus oubliés, c'est-à-dire des personnes itinérantes, des communautés autochtones dans les réserves, des populations carcérales, des migrants irréguliers ou migrants temporaires. Et comme par hasard, les oubliés que je viens d'énumérer là sont plutôt parmi les principales cibles de l'extrême droite. Tout à fait. Donc, c'est comme si on s'approprie finalement le statut d'oublié. C'est un récit qui plaît beaucoup aux centristes aussi, évidemment, parce que il y a une explication qui est un peu individualisante, puis même pathologisante. C'est comme si ces gens-là, c'est un peu le produit d'une société un peu anomique, mais c'est comme une sorte de... Ça serait trop fort de dire une maladie, là, mais c'est comme un trouble, un signe qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, mais... En amenant peut-être un peu un certain mépris de classe aussi, parce que comme disait tantôt dans l'extrait Thomas Piketty, on associe vote anti-immigré aux plus pauvres. Et donc, c'est comme si on habille un certain mépris avec de la compassion parce qu'on dit regardez ces gens-là, ça va donc mal. Et regardez qu'est-ce qui arrive quand ça va mal. C'est des gens qui sont tout croche puis qui votent tout croche. Et puis bon, mais évidemment, c'est pas dit comme ça. Pour les journalistes en particulier, c'est que du bénéfice, comme on dit en France. Il y a toutes sortes d'avantages. Ça permet d'aller sur le terrain, comme on disait tantôt. On va à la rencontre du vrai monde, donc c'est du beau reportage. Donc potentiellement, nos lecteurs aussi qui font partie du vrai monde. Oui. Non, mais je veux dire, quand on va à la rencontre du vrai monde, c'est comme si on s'adressait à nos lecteurs. Oui, aussi, c'est ça. Pas qu'ils sont comme ça, mais regardez,
nous, on parle à tout le monde. Oui, mais en même temps, comme si je prends par exemple la presse, qui est quand même souvent dans ce genre de reportage-là, ils en avaient fait sur les Tradwives aussi. En même temps, c'est comme si on peut s'adresser à son public en disant, regardez, nous, on fait partie d'un groupe qui est en dehors de ça. Les chroniques Train de vie nous indiquent clairement que bon, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais reste que c'est une autre sorte de vrai monde. Mais la presse a quand même la prétention, François, c'est un journal pour tout le monde. Là. Leur ligne éditoriale, elle n'est pas affichée ouvertement. Là. Mais on la comprend. Et c'est sûr que effectivement, ça permet de donner là, l'image de on parle à tout le monde, on va voir. Le journaliste qu'on pratique parle à tout le monde. Même les gens qu'on considère que c'est un peu dérangeant, on y va quand même. Mais on les aidera pas dans notre chronique Train de vie. Là. Non, ils vont pas jusque-là quand même. Non, quand même. Non, c'est comme... Il y a quelque chose d'un peu exotique, en fait. Oui. C'est d'aller voir... Et ça permet aussi de faire comme une sorte d'autocritique des médias bobos de la ville. Regardez comment on est loin, puis tout ça. Tout en entretenant, c'est ça, cette satisfaction-là de ne pas faire partie de ces gens-là, quand même. Et évidemment, ça permet d'éviter des questions beaucoup plus délicates et difficiles sur la popularité des idées d'extrême droite dans l'armée, dans les forces policières, dans certains médias ou chez les plus riches. Donc, c'est comme si on met le focus là-dessus, puis ça nous permet d'ignorer d'autres choses. Évidemment, l'avantage aussi de ce récit-là, c'est que ça permet de taper sur la gauche. Parce que, ultimement, qui est responsable de ça? C'est la gauche. Mais Philippe, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que les médias reprochent souvent à la gauche de ne pas parler au vrai monde. Oui. Alors, quand les médias vont à la rencontre du vrai monde, c'est aussi une façon de dire, regardez, contrairement à la gauche, nous, on y va, on parle à ces gens-là. Exact. C'est ça que je voulais dire un peu tantôt. Et bon, c'est ça, comme je disais tantôt, la gauche est dans ces trucs culturels. La gauche, elle est devenue élitiste, elle est devenue méprisante, elle regarde les gens d'autres. Donc, finalement, l'extrême droite est une conséquence des abus ou des failles. On l'a entendu cette semaine avec Shawinigan. Il y a un concept que j'ai découvert dans la dernière année qui s'appelle centrisme réactionnaire. Et depuis que j'ai découvert ce concept-là, tu le vois partout. C'est-à-dire que c'est des gens qui disent moi, je trouve l'idéal type au Québec, c'est Hélène Buzzetti. C'est-à-dire que moi, je condamne les deux côtés, je condamne les extrêmes des deux bords, mais toujours en train de surestimer l'extrémisme de la gauche et de sous-estimer l'extrémisme de la droite, et que ultimement, il y a juste la gauche qui a de la gentilité. Il y a juste la gauche qui est responsable de quelque chose. Et tout ce qui se passe à l'extrême droite, c'est la conséquence des mauvais choix. Et l'idéologie, c'est toujours à gauche. Oui. Les gauchistes ont été idéologues, mais Pierre Poilievre à Joe Rogan, c'est pas idéologue. Non, c'est ça. Et un exemple aussi, là, avec le rassemblement à Shawinigan du Québec blanc, Martineau, je pense que c'était sur Facebook, Richard Martineau a fait une publication où il dit, je cite, « Partout où l'on a imposé des politiques d'immigration qui ne respectaient pas la capacité d'accueil, on a vu naître ce genre de mouvement extrémiste. L'extrême gauche nourrit l'extrême droite et vice-versa. » Donc, c'est de dire, ce courant-là vient, même à la limite politique d'immigration, je ne sais même pas ça si c'est des politiques de gauche ou d'extrême gauche, mais c'est la faute de... Finalement, c'est pas ces gens-là qui ont un problème, c'est parce qu'ils réagissent à quelque chose que même Martineau a l'air de trouver qu'il est allé trop loin. Même ce récit-là plaît à une partie de la gauche. Donc, je parlais de Thomas Frank tantôt, mais il n'y a pas seulement lui, mais il y a une partie de la gauche qui trouve que la gauche contemporaine met trop de côté la critique du capitalisme, les conflits de classe, que les luttes féministes, LGBTQ, les luttes antiracistes, qui considèrent que c'est des luttes identitaires, que ça prenne trop de place dans la gauche. Donc, il y a comme l'idée de dire, il faut ramener l'économie dans l'analyse au centre. Et il y a un peu l'idée que le racisme, finalement, c'est juste un dommage collatéral. Que si on ramène sur, entre guillemets, les vrais problèmes, les problèmes économiques, là, les gens ouvriers qui sont tentés vers vont arrêter d'être racistes. OK, là, je comprends. Le problème, c'est le capital. Et puis... Mohamed est gentil. C'est ça. Finalement, Mohamed n'est pas mon adversaire. Donc, ce qui est un peu sous-entendu là-dedans, c'est de dire c'est pas nécessaire de se pencher de façon soutenue sur le problème du racisme comme forme d'oppression en tant que telle. En France, on utilise parfois l'expression « fâché, pas facho ». Donc, c'est des gens qui sont... Il y a toujours des dons de la formule. Du coup. Oui, c'est ça. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ont une colère, mais cette colère-là,
elle serait mobile, finalement. Ouais. Elle est comme malléable. Elle n'est pas ancrée dans des mauvaises valeurs comme le fascisme. C'est Ils ça. sont fâchés, mais ils ne sont pas fachos. C'est ça. Tout le pari du populisme de gauche, dans le fond, c'est un peu ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut réussir à rallier ces gens-là parce qu'ils sont dans une colère qui peut alterner entre la gauche et l'extrême droite. Donc, il ne faut pas les stigmatiser, évidemment. Et là, si on se met à parler de racisme, bien là, on va les stigmatiser. Et là, ils vont se détourner radicaliser encore plus. de nous. Je trouve, pour dépasser ça, là, j'ai une suggestion de lecture cette fois-ci. Yes! Là, lecture d'été, on peut le dire. On est au mois de juin. Lecture d'été. Ben non, Je déconne. mais je veux dire, c'est pas, c'est quand même accessible. Ouais. J'ai lu quand même, justement, là, dans mon cadre de mon projet, j'ai lu beaucoup quand même là, sur les analyses contemporaines, fascisme, etc. Tout ça. Et ça, je dirais que c'est dans le top 3. Wow! Félicien Faury, Des électeurs ordinaires, enquête sur la normalisation de l'extrême droite. C'est publié aux éditions du Seuil. Et ça date de 2024. C'est un doctorat. Ben là, maintenant, il a son doctorat, mais c'est dans le cadre de sa thèse de doctorat. Il est allé plusieurs fois, là, sur plusieurs années, dans le sud-est de la France, qui est comme dans les bastions, là, quand même, du Rassemblement national. Et il fait des entrevues avec eux. Je précise aussi, c'est pas un simple essai, là, comme moi je fais, c'est-à-dire que je sors des idées comme ça, random. Mais lui, c'est un vrai travail sociologique. C'est très, très accessible. Là, mais c'est vraiment un travail d'entrevue. Puis ces entrevues, c'est pas allô, je m'appelle Félicien, pourquoi tu votes pour le Rassemblement national? C'est parlez-moi de votre vie, parlez-moi des difficultés que vous avez, votre travail, la propriété, le quartier, comment ça change et tout ça. Félicien Faury, ben, je vais lire ça. Et lui, en fait, ce qu'il dit, c'est que l'aspect raciste du vote du Rassemblement national, c'est incontournable. Mais de dire ça, pour lui, c'est pas d'accuser les électeurs d'être racistes. C'est pas un point de vue moral. Lui, il dit, je veux prendre au sérieux la parole de ces personnes-là, pas partir du principe que ces électeurs-là ne savent pas ce qu'ils font quand ils votent pour Marine Le Pen. Pas dans le sens où il considère que c'est pas problématique. C'est clairement, il est dans un angle antiraciste et tout ça. Mais lui, il dit, ben, le choix d'appuyer le Rassemblement national, on peut juste le comprendre si on est capable de le relier à la réalité d'ensemble dans laquelle ces personnes-là opèrent, puis notamment aux inégalités économiques. Oui, inégalités raciales, mais aussi inégalités économiques. Donc, il dit qu'il ne faut pas opposer les questions économiques puis les questions raciales ou culturelles. Au contraire, il faut voir comment les deux sont imbriqués ensemble. On a un extrait, il a fait un entretien de 1 heure, c'est sur YouTube, une chaîne qui s'appelle chercheur.es. Donc, il prend 1 heure là, pour parler de son livre. On va écouter un extrait, puis on va voir même comment des personnes racisées, parce que ça aussi, on dit, ben, vous voyez bien que c'est pas une question de racisme, parce que même des Latinos ou des Noirs votent pour Trump, ou même des personnes racisées votent pour le Rassemblement national. Vous allez voir comment il déconstruit ça. Mais effectivement, ce que j'ai vu sur le terrain, et c'est quelque chose qu'il faut regarder avec lucidité et qui n'est pas forcément toujours facile à entendre, c'est que le racisme, c'est de la division, c'est de l'exclusion, mais c'est aussi du lien social, le racisme. C'est-à-dire, très concrètement, c'est une manière aussi de faire corps, de faire groupe, de pouvoir exclure certaines personnes. Et ça peut aussi être un vote d'intégration, le vote RN. On le présente souvent comme un vote anti-système, mais moi, ce que je vois beaucoup, c'est que voter RN, dans certains milieux, c'est aussi se mettre du côté des vrais Français, comme je l'ai souvent entendu sur mon terrain, c'est de se mettre du côté du groupe majoritaire légitime. Et j'ai même un exemple d'un électeur qui est franco-brésilien et qui me dit qu'à son arrivée en France, il a été exposé à du racisme, très concrètement. Et tout l'entretien est structuré de cette façon. Il met à distance les minorités arabo-musulmanes qu'il déteste. C'était un des entretiens les plus compliqués à mener parce qu'il a des propos très très violents envers ces minorités, envers ces individus-là. Et tout l'entretien, on voit qu'il met à distance pour lui-même s'intégrer, pour dire « je ne suis pas comme eux ». J'ai été trop souvent mis dans la même case que ces personnes-là. Et donc, quoi de mieux, en quelque sorte, pour montrer qu'on est un vrai Français, pour se blanchir, que de voter RN, en parler, en faire un motif de fierté. Et ça, je pense qu'on voit que le fait que des personnes racisées, comme on dit, puissent voter pour le Rassemblement national, ça veut pas dire, ça va pas à l'encontre de l'argument d'un vote comme politisation raciste. Ça montre au contraire que, y compris chez les personnes qui peuvent être exposées au racisme, le vote RN, ça peut être un moyen de protection, en quelque sorte. Wow. Donc, il y a vraiment beaucoup ça, de... Ces gens-là dont ils parlent, on les entend assez souvent à Cube Radio. Oui, mais la personne afrodescendante qui considère qu'il y a plus de racisme anti-blanc. Oui. Puis elle a créé une organisation. On sent que c'est vraiment pour... c'est-à-dire que plus on est dans... Ce que dit Faury, dans le fond, c'est que plus on est dans une société qui est inégalitaire,
la façon après d'entrer dans le cercle des méritants, Ouais. ben là, il y a toutes sortes de stratégies Ouais, qui peuvent être mises en place. C'est vraiment intéressant. Et donc, des gens peuvent dire, moi, je suis pas comme les autres de ma communauté parce que eux autres, ils sont dans l'assistanat, puis mais moi, je travaille, moi, j'ai fondé mon entreprise, ou moi, je suis pas comme les autres d'une autre communauté, tu sais, comme il disait, c'est franco-bédisien, très raciste à l'endroit des arabo-musulmans. Et donc, ce que tout ça montre, c'est que le racisme, dans ce vote-là, encore une fois, il faut l'aborder comme un phénomène systémique et non pas juste voir des perceptions individuelles, parce que c'est un peu ça aussi de dire, ils sont désorientés et tout ça, c'est de dire, on va les éduquer, hein, on va faire des bonnes campagnes pour dire, regarde, Mohamed, c'est une bonne personne, alors que finalement, c'est plus une question de système. Ce qui montre, par exemple, c'est que dans un contexte, dans le sud-est de la France, où l'accès à la propriété est de plus en plus difficile parce qu'il y a du tourisme, il y a des retraités qui viennent acheter de la propriété, et donc il y a certains quartiers plus prisés qui considèrent qu'ils sont devenus inaccessibles, c'est devenu trop cher et tout ça. Et là encore là, ça, on ne remet pas ça en question. Mais là, il y a un sentiment que la compétition est plus forte dans les autres quartiers. Et là, eux cherchent à trouver des moyens de se démarquer. Et là, c'est là qu'il y a un discours comme celui-là qui va être très populaire, qui va bien fonctionner. Donc, c'est de voir comment les questions économiques puis les questions raciales sont intrinsèquement liées. Ou, autrement dit, le vote pour l'extrême droite, c'est pas un dommage collatéral des décennies néolibérales, c'est le prolongement. C'est plus on est dans une société qui est inégalitaire, où c'est chacun pour soi, où c'est joue du coude, il y a des gens qui s'estiment dominés sur le plan économique, qui vont revendiquer leur état dominant sur le plan plus culturel, sur le plan racial, pour garder des gens à distance. Et l'autre aspect aussi que je trouve qui est intéressant, c'est comment il dit c'est un vote d'intégration, en fait. Il dit, c'est pas un vote, c'est quand on parle d'oublier du système, c'est qu'on a l'impression que c'est des gens qui sont des échappés, des gens qui sont tombés entre les mailles du filet, alors que lui, au contraire, il dit non, c'est une façon de montrer que tu es français, de montrer que tu fais partie du groupe. C'est un marqueur, en fait. Il dit, les gens, tu sais, quand il vote dans un village ou quoi que ce soit, les gens disent, ici, c'est Marine, tu sais. Ici, on vote Le Pen. Donc, il y a vraiment un truc de groupe et non pas, au contraire, le fait de on y revient toujours, ce désir de faire corps de communauté, en fait. Absolument. En conclusion de tout ça, je trouve ça un peu ironique de parler d'oublier du système. Ça me fait penser un peu, vous savez, quand on dit, on ne peut plus dire ça aujourd'hui, c'est une affirmation qui... Le simple fait de l'avoir dit, on se contredit. Tu sais, si tu dis « mais ça, évidemment, justement, toi, à Cube et tout ça, vous savez, on ne peut plus dire ça aujourd'hui. » Oui, mais tu viens de le dire. Tu sais, donc, tu te mais c'est un peu la même chose. Personne l'a dit hier à ton autre émission à Cube. Mais c'est un peu la même chose pour oublier du système. À partir de combien de chroniques d'Yves Boisvert est-ce que tu peux dire que les oubliés du système sont plus oubliés du système? Si tout le monde se penche sur les oubliés du système, il semble qu'à un moment donné, ils sont peut-être plus oubliés. Et les discours d'extrême droite, on l'a mentionné tantôt, sont très bien financés, sont audibles. Il y a des... on pense au réseau Atlas, toutes sortes d'instituts qui financent, qui rendent ça audible. Il y avait eu un petit segment de... là, je suis en train de... Kim Lévesque-Lisotte, à la soirée T'es encore jeune, au mois de mars, qui avait un certain niveau de viralité, que je trouve qui est vraiment intéressant, parce que là, c'est plus sur la question du masculinisme, mais je trouve qu'elle est vraiment dans le mille. C'est-à-dire qu'elle déplore un peu là, qu'on soit toujours à s'apitoyer sur le fait qu'on semble avoir échappé des jeunes garçons, alors qu'en fait, oui, on peut regarder ça, mais il faut aussi regarder tout le financement derrière. Donc, on écoute. Toutes sortes. Et toutes ces études-là, ça engendre des millions de parents et d'enseignants qui se pètent la tête d'un mur en pleurant, en s'arrachant les cheveux, puis en disant « Mais qu'est-ce qui se passe avec nos petits gars? Ils étaient tellement beaux, puis fins, ils ont écouté Caillou, c'était un beau modèle. Puis on est des bons paramilléniaux qui disent « Je t'aime. Le père donne des becs. Qu'est-ce qu'on a fait de pas correct? » Et comme je suis tannée d'entendre des professeurs, des politiciens, des parents, des hommes, des femmes, des OBNL, des experts se prononcer en disant « C'est la pandémie, c'est le backlash du MeToo, c'est que les petits gars, ils ont perdu beaucoup de... Ils n'aiment pas aller à l'école parce qu'ils peuvent pas jouer au ballon en faisant des mathématiques. Puis les garçons, ils ont besoin de bouger puis avoir un ballon sur la tête pour apprendre à lire. Vous comprenez? C'est pas bizarre pantoute. C'est financé. Il y a aussi PragerU, la fausse université de la droite américaine, qui fait des vidéos pour enfants, qui a levé 65 millions de dollars en un an. C'est financé par des milliardaires du pétrole. C'est maintenant approuvé comme du matériel pédagogique dans 4 États américains. Le fondateur le dit lui-même, on est dans la business de changer les esprits. On résume tout ça parce que ça me rend de
bonne humeur. La haine des femmes, c'est 5 millions par mois pour Andrew Tate, c'est 65 millions par année pour PragerU, c'est 32 milliards en revenus publicitaires pour TikTok, un algorithme qui radicalise un enfant en 23 minutes. Et je vous épargne le rapport d'Equipop, une ONG féministe française qui a documenté qu'entre 2009 et 2018, il y a 7 méga donateurs de la droite américaine qui ont versé 5 milliards à des mouvements anti-droits des femmes dans le monde. Puis l'égalité, elle fonctionne au bénévolat, aux subventions coupées, puis à mes excellentes stories Instagram. Donc, encore là, c'est difficile de parler d'oublier quand on entend tous ces millions-là qui sont consacrés. Faury termine son livre en disant « Étudier le Rassemblement national, comprendre ses électeurs, c'est aussi se rendre compte que ceux-ci ne penchent vers l'extrême droite que parce que le monde dans lequel ils vivent penche avec eux. » Donc, s'il y a bien radicalisation d'individus qui penchent vers l'extrême droite, c'est d'abord parce que l'ensemble de notre système économique, politique se radicalise avec des inégalités qui augmentent, avec des rapports sociaux qui sont de plus en plus brutaux. Et là-dessus, je trouve que la controverse autour du rassemblement à Shawinigan est quand même assez éclairante parce qu'on a vu comme l'empressement avec lequel les partis, y compris les partis nationalistes, donc le PQ, la CAQ, le Bloc, qui sont venus dire c'est pas ça le Québec. Ouais. Et ça, c'est l'idée justement que c'est ça aussi qui est pratique avec le discours des oubliés du système, c'est qu'ils sont à l'extérieur du système. Ouais. C'est un sous-produit. Ouais. Ils ne sont pas dans le système. Alors qu'au contraire, on peut très bien voir ce type de rassemblement-là comme le produit de décennies d'affects islamophobes, racistes qui ont imprégné le débat public. Donc, c'est aussi ça le Québec. C'est pas, je suis pas en train de, je vais pas ramasser. Je suis pas en train de dire que le Québec au complet est raciste. Mais ça fait partie du Québec. Tout à fait. C'est pas à l'extérieur du Québec, c'est dans le Québec. C'est pas récent. C'est dans notre histoire, exactement. Voilà. Donc voilà, matière à réflexion. Ah, merci. Philippe de Grosbois, merci. C'était passionnant, vraiment. On va lire Félicien Faury. Vous pourriez peut-être, on ne sait jamais, peut-être l'inviter. Je sais que des fois, quand il y a la situation française, ça vous arrive d'inviter des gens. Pas assez souvent. Je ne serais pas sur les entrevues en ligne, mais quand il essaie de venir au Québec, Éric Fassin, entre autres, je l'ai eu 2 fois parce qu'il était bien. D'ailleurs, Éric Fassin, ça m'a beaucoup influencé aussi dans cette chronique. Là, quand il parle de l'abstention, lui a quand même, il est allé déterrer quand même des chiffres là-dessus. Éric Fassin fait du bon travail aussi là-dessus. Hey, je vous souhaite un bel été. J'imagine que ça va être à travailler, à écrire et à... Mais là, j'essaie d'achever, puis je vais prendre une petite pause, puis là, ça va être les révisions cet automne. Puis j'ai très hâte de lire ça. Ça s'en vient 2027. J'ai très hâte. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Grand plaisir de vous compter parmi l'équipe de collaborateurs. D'ailleurs, je dois dire, hein, le livre, les chroniques, me nourrissent beaucoup. Je dois beaucoup à la balado. J'espère que je vais te dire remercier. Certainement. Merci. Godefroy Larando! Eh oui! On est toujours chez Raphaël. Là, ça parle fort, là. Il y a des gens qui achètent des livres, là, sont pas loin. Ça se peut que vous entendiez des gens. Faudrait qu'ils arrêtent d'acheter des livres. Pendant au moins qu'on enregistre. Ben, écoute, tu peux racheter en silence. Comment ça va? Très, très, très bien. Et là, vous avez de la visite? Oui. Je suis content parce que je suis content et je suis mal à l'aise. Ouais. Je vous laisse le présenter. Ben, j'ai à ma droite Francis Lepage. Bonjour Francis. Bonjour à vous deux. Francis Lepage, je l'ai rencontré parce que Fred m'avait dit « Hey, il y a un gars qui a sorti un livre sur l'urbanisme. » Assez fou. Ça semble assez extraordinaire. Ouais. Je me rappelle, vous aviez dit genre 500 pages, des graphiques, tout. Le gars a édité ça lui-même. À compte d'auteur. À compte d'auteur. C'est incroyable. Et donc, c'est une brique. Et je suis allé chercher le livre chez lui. Ouais. Je l'ai lu puisqu'il est à compte d'auteur. Oui, voilà. Et que moi, je suis... j'aime bien rencontrer les gens aussi. Ouais. On s'était dit, on pourrait l'inviter, vous pourriez l'inviter. Et finalement, l'émission est tellement populaire que ça se book tout seul. Ben, c'est surtout que je suis retourné à l'université puis je suis tellement occupé que j'ai même pas eu le temps de le lire comme j'aurais voulu, Francis. C'est pas grave, ça va vite. J'étais un peu mal à l'aise, là. Mais quand Godefroy m'a dit « Hey, je pense que ça serait le fun que je l'invite et que dans le fond, vous vous occupiez de nous présenter tout cette somme de travail. » J'ai dit oui tout de suite. Alors, c'est une chronique entrevue. On va voir ce que ça donne. Peut-être que ça va être acheté au vidange, mais sans doute que non, parce qu'on est tous des gens de bonne volonté. Oui. Et donc, M. Lepage est avec nous parce que c'est un urbaniste de formation et que j'avais envie de parler d'un enjeu en particulier qui a émergé dans les médias, mais qui est presque toujours là, c'est-à-dire la densification. Oui. Donc, plus de monde dans moins d'espace. Oui. C'est-tu bon? C'est-tu pas bon? C'est-tu pas bon? Et ce que Francis a fait, ce que M. Lepage a fait, c'est un livre sur l'urbanisme qui s'appelle « Regard sur la ville », paru en 2025. Puis si on pouvait déjà juste commencer par ça. Vous avez décidé, vous, d'écrire un livre. Attendez,
Oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ben voilà. Dans la vie, j'ai un passé d'urbaniste. Je suis toujours urbaniste, membre de l'Ordre des urbanistes. Ouais. Je fais un petit retour dans ma carrière. J'ai travaillé au ministère des Affaires municipales. Ouais. J'ai travaillé dans des villes, dans quelques arrondissements montréalais, en banlieue. Puis là, maintenant, je travaille pour un organisme, un OBNL qui s'appelle l'IVO, qui s'occupe d'emmener l'innovation dans les villes. Oh. Est-ce que ça veut dire c'est des centres de données pour tout le monde? Ça ne veut pas dire les centres de données, en fait. Ça part du constat qu'au Québec, il y a plusieurs universités, il y a plusieurs des accélérateurs, des incubateurs, il y a beaucoup de bonnes idées. Puis, de l'autre côté, il y a les municipalités, le marché municipal, le marché public est un grand donneur d'ordre. Ouais. Puis, des fois, il n'y a pas les ressources à l'interne pour bien comprendre, savoir, connaître qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui est possible de faire. Fait qu'on tente de faire du mieux qu'on peut le maillage entre les bonnes idées d'un côté puis le besoin. Puis concrètement, dans une semaine, vous faites quoi? Concrètement, on rencontre beaucoup, on a toute une veille technologique, on rencontre des entreprises, des incubateurs, on se fait présenter des solutions là, qui sortent du giron de l'urbanisme. Des fois, on parle de nid de poule, de déneigement. L'IA, c'est le gros buzz actuellement. Avez-vous trippé sur Melbourne, là, sur le beau dossier dans la presse de Maxime Charbonneau? Oui, super bon documentaire. D'ailleurs, IVO, on a participé, accompagné la Ville de Montréal là, avec le fameux laboratoire là, qui a été lancé la semaine dernière. Là, on était partenaires. Très sceptique de tout ça. Convainquez-moi. On veut pas. IVO, on ne pas. Pas de serment aujourd'hui. Mais on veut pas convaincre de personne. L'idée, c'est qu'on fait que des projets pilotes. Okay. Notre ADN, c'est de faire des projets pilotes. Ouais. On fait pas de livre blanc, on fait pas de grandes études, mais on analyse. Vous essayez des affaires. On essaye, puis après, on a un scientifique en résidence. Avec le Fonds de recherche du Québec, le FRQ, et puis on a toute une méthodologie de mesure d'impact. Fait que l'idée, on étalonne nos projets. En fait, il y aurait long à dire là-dessus, mais l'idée, c'est vraiment, on fait les projets pilotes, puis on fait le bilan après de ce qui fonctionne ou pas, puis ça permet après de... Moi, ce qui me fait peur là, avec tout ça, là, puis ça sera pas directement peut-être votre sujet, je vais vous le dire, c'est que le dossier de Melbourne, moi, un chroniqueur qui dit le marché immobilier est dément, là, moi, c'est sûr que je sens les signes de pièce dans sa face. C'est que j'avais l'impression que tout ce flonflon technologique, puis là je le dis avec un peu de mépris, là, mais c'est mon travail, c'était beaucoup pour améliorer la mobilité des véhicules, accessoirement des piétons et des vélos. Oui. Puis moi, je suis un cycliste, puis je vois l'impact d'un discours timoré sur le vélo à tous les jours quand je roule en vélo. Puis quand je lisais le dossier, je me disais, OK, c'est encore ça. On va se servir de l'IA pour maximiser le transport automobile, puis tout le reste va être secondaire. Rassurez-moi. Je ne sais pas si je vais être rassurant. Ce que je vais répondre à ça, c'est que c'est l'humain qui décide. C'est une question de culture, de politique, d'orientation. Voilà. Après, les technologies, ils le font à Melbourne, mais à Montréal, je pense qu'il y a déjà ce focus-là davantage où la question de la sécurité aux abords des chantiers. Ouais. Et là, on parle beaucoup les piétons, les cyclistes, là, de ce qu'il y avait dans l'appel à projet, c'était ça, c'était sécuriser les modes, d'où les modes alternatifs. Fait que la technologie, elle permet, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technologie. Après, si tout le monde focus juste sur la fluidité, on va utiliser, que ce soit l'IA ou les lidars ou qu'importe, on va l'utiliser. Ça dépend quel prompt tu mets. Oui, il paraît que c'est ça, parce que l'IA est gentille. Oui. Le livre. Ouais. Fois, je sais pas si là, ma question, c'était pour écrire un livre comme ça. Comment on fait? Sérieusement, il y a 500 pages. Oui. Puis... C'est un collectif. Là. Les noms, Yves-Marie Abraham, Benoît Balmana, Gérard Baudet, Jean Baudouin, avec qui je me suis pogné sur Blue Sky cette semaine. Catherine Morancy. Oui, Catherine Morancy. Oui, c'est ça. Comment on organise c'est une somme de travail, il faut le dire. Là. Oui. Oui. C'est très impressionnant, en fait. Je le disais à Godefroy quand on discutait un peu en marge. J'ai eu des jeunes enfants. Pendant longtemps, j'ai pas dormi. On est désolé. Là, ils ont grandi. J'ai commencé à dormir. Fait que là, je cherchais un moyen de moins dormir. Puis finalement, écrire un livre est un très bon moyen. C'est ce que j'ai découvert. J'avoue. Non, mais blague à part, c'est un peu le il y avait 2-3 constats. D'un, l'actualité est très montréalo-centriste, alors qu'il y a 1100 villes, puis le Québec est grand, puis il y a plusieurs réalités. Ouais. Deuxième des choses... Donc, ce livre-là témoigne de ça? Oui. En tout cas, c'est ce que j'ai tenté de faire. Je pense que j'y arrive dans une certaine mesure au lecteur de juger. Après, l'actualité se succède, que ce soit par les médias sociaux, même les médias traditionnels. On va vite dans la nouvelle, puis toutes ces nouvelles-là s'inscrivent dans des tendances, dans des mouvances. J'ai l'impression, des fois, on est trop collé sur l'actualité pour faire une lecture plus large. Fait qu'en fait, l'idée, j'ai eu cette idée de faire une genre de rétrospective annuelle. Ça a commencé j'ai fait une rétrospective de l'année 2022, affaires municipales et urbanisme, un genre de bye-bye plate. Puis après... Ça donne le goût? Il n'y a pas de bye-bye plate. Moi, je suis un grand fan de bye-bye.
sont tous intéressants. Mais j'ai dit, ça, c'est comme un bye-bye, mais plate. J'ai pas dit le bye-bye. Non, mais j'ai inclus votre livre comme étant un bye-bye pas plate, c'est ça? Oui. Mais j'ai décidé, il y a des traits d'humour là-dedans. Oui, vraiment. Ouais, moi, je l'ai lu, et puis il me reste les sections de la fin à lire, mais je lis souvent pas le journal le matin, je le lis à un autre moment, et je lis des bouts de votre livre le matin. Ah ouais. Alors, puis merci. ça me semble être un tour d'horizon de ce qu'est l'urbanisme, et l'urbanisme m'a toujours intéressé, mais j'y connais rien. Et à chaque fois qu'on parle d'un sujet, voilà. Mais Godefroy, je me permets d'élargir parce que je vais juste garrocher un peu à partir de la table de matière ce qu'on retrouve dans le livre. Bon, il y a une section regard sur la politique, démocratie participative, les questions philosophiques, public versus privé. Après ça, regard sur l'urbanisme, les crises d'habitation, densification, mixité, commerce, rue piétonne, architecture et design. Territoire agricole, on parle justement de sortir de Montréal, c'est un bon exemple. 3 causes de l'échec de la planification. La ville 15 minutes, la fameuse ville 15 minutes qui veut nous obliger à manger des insectes. Après ça, il y a une section regard sur la mobilité. C'est la ville qui veut, hein? Oui, c'est la ville. Vraiment, là, vraiment, c'est un livre extraordinaire. Regard sur la ville, j'avais nommé le titre complet. C'est Regard sur la ville, comprendre les enjeux urbains et contemporains. Et si jamais, là, on est dans un magasin de livres. Oui, non, mais c'est si ça. On veut l'acheter. Attends, Godefroy, puis après ça, je vous laisse la rondelle. Parce que vous avez mené... Oui. Est-ce que vous l'avez suggéré à des maisons d'édition? Pourquoi c'est vous qui le faites à bout de bras et que c'est pas un éditeur qui embarque? Mais semble que... Il y avait un momentum avec les élections municipales 2025. Ouais. Parce que j'ai fait 2 versions plus light, plus légères dans les années passées. Je l'ai poussé en PDF gratuit sur LinkedIn. Puis là, je voulais vraiment le truc papier. Puis j'ai fait plein de choix non commerciaux. C'est 500 pages, couleurs. Je veux dire, c'est question rentabilité. J'ai tout fait ce qu'il ne fallait pas faire. Puis il y avait une question surtout de timing. Il y a des REER là-dedans, c'est ça que vous me dites. Là. Exactement. Puis il y a quand même un truc là-dedans. Il y a des chapitres, vous les avez nommés, là, urbanisme, mobilité, environnement, économie, etc. Puis au centre, il y avait une idée de livre, d'essai que j'avais. Puis c'est essai sur la planification urbaine. Puis là-dedans, je mets un peu plus mes tripes. Je suis moins dans le factuel et tout ça. Et puis ce chapitre-là, j'ai suggéré à des éditeurs récemment en essayant peut-être de faire une publication plus légère, plus ça se peut-tu digérable. Ça se peut-tu qu'on s'intéresse pas? Puis moi, je l'ai déjà traité dans un épisode avec une chaire de recherche sur... On s'intéresse pas assez à la ville, autrement qu'il circuler rapidement. En tant que lieu démocratique de proximité, puis je sais que c'est des thèmes qu'on entend, mais j'ai l'impression, et peut-être les éditeurs ont souffert de ça un peu, c'est-à-dire on trouvait que c'était pas assez large, alors que ça l'est énormément, c'est là qu'on vit. Ben, j'ai plusieurs idées là-dessus. C'est moi, je pense que je suis d'avis que plusieurs personnes s'intéressent à la ville. Il y en a qui vont y investir tout ça. Des gens, les cyclistes vont s'intéresser à la ville, à l'aspect un peu comment se déplacer, la sécurité, tout ça. Mais c'est sûr que quand un peu le défi du livre ou une des intentions, c'était d'aborder des thématiques transversales. Quand on parle de densité, on parle d'économie. On parle aussi, dans une certaine mesure, de sécurité, de déplacement. On parle d'environnement, exactement. Puis c'est un peu le défi de dire quand on aborde un sujet, et c'était mon constat de l'actualité, manque ou passe à côté des sujets. Vraiment. Puis le travail est bien fait. Là. Franchement, je pense qu'on a un milieu journalistique très, très bon, qui demeure factuel. Et le livre se base, là, il y a 1000 quelques références, donc plusieurs journalistiques. Donc, c'est pas la critique du travail fait, mais je pense que le sujet est complexe. Puis dans la vie où tout se passe vite, où on essaie d'avoir des petites clips en 2 secondes, un TikTok, un story, machin, ben on n'a pas le temps de se penser tout le contraire de ce qu'on fait ici. Voilà. Et c'est pour ça que vous êtes là. Là, je me ferme, gars. Non, mais Fred, allez-y autant que vous voulez, parce que ça me tente. C'est moi le boss. Non, mais allez-y pour vrai. Voilà. Donc, regard sur la ville, j'avais envie d'avoir le vôtre pour parler d'un enjeu qui, pour moi, est associé à du positif. Là. Quand on parle de densification urbaine, j'habite à Villeray à Montréal, métro, autobus, vélo, marche et voiture aussi, comme une auto. Ça fait partie de la vie. Et dans ma tête, là, la densité, c'est positif. Puis, je n'ai pas à être convaincu de ça, mais je me demandais juste avant de commencer, parce que je suis tombé sur des trucs médiatiques il n'y a pas très longtemps, où on parlait de densité, puis là, je me suis dit, ça y est, on en parle. La densité, quand on parle de densité, on parle de quoi? Ou de densification? Ben, sur la densité propre, il y a une définition au Québec qui est une définition légale. Là, quand il y a eu des litiges avec les tribunaux, on parle de logement par hectare.
Fait qu'un nombre de logements par hectare. Après, souvent, quand on va faire des recherches de villes pour comparer des villes, on va plutôt comparer des populations par hectare ou kilomètre carré, là, qu'importe l'unité. Mm-hmm. Mais après, quand on élargit ça, la notion de densité, on pourrait penser à des densités commerciales. Souvent, les corporations de développement économique ou les associations de commerçants vont regarder ça. Un mètre linéaire de rue commerciale, combien on a de commerce, puis on regarde un peu le mix commercial, comment il est fait. Après, on pourrait même extrapoler, puis là, je sors des définitions un peu classiques pour dire, après, il y a des densités. La densité vient avec la densité du bâti, du cadre bâti, va emmener une densité des relations, des opportunités, une densité sociale d'opportunités, d'idées, une densité culturelle. Puis cette densité-là, ça sort il n'y a aucune définition qui va parler de ça, mais juste la notion de densité peut aller bien au-delà du cadre bâti, mais forcément, le cadre bâti, la manière dont on structure les affectations, les usages, forcément, ça va influencer sur tout le tissu social, puis j'ai envie d'emmener peut-être juste une dernière notion, c'est aussi la perception. Je pense qu'un Chinois de Hong Kong n'a pas la même définition de la densité que quelqu'un qui habite à Marieville. Puis cette perception-là, puis on va probablement y venir dans la discussion. On salue les gens de Marieville. On salue les gens de Marieville. J'ai des amis là-bas, moi, à Marieville. Sur le bord du chemin Chambly. Il faut rentrer dans Marieville parce qu'il y a des beaux... Il y a le vieux Marieville qui est fort joli. Fait que donc, la densité, c'est pas seulement un nombre de personnes. Si on avait une ville dortoir, on est capable de mettre 13 000 personnes au kilomètre carré, mais où il n'y a pas de café, il n'y a pas de job, il n'y a pas de... cette mixité-là où, en fait, le dynamisme qui fait que c'est agréable d'habiter là n'est pas là. Puis j'ai envie de rebondir là-dessus pour dire, c'est souvent une notion, quand on parle de densité, puis même moi je l'ai fait, ma réponse, j'arrive un peu avec des maths, des ratios, mais il y a une question aussi de la qualité de la densité. Tu peux bâtir, mais après, est-ce qu'il y a l'échelle humaine? Est-ce qu'il y a de la place pour le trottoir? Est-ce qu'on a pensé? Des fois, quand on monte en hauteur, la densité n'est pas que de la hauteur, des fois c'est de la compacité. Mais quand on monte à hauteur, il y a de l'ombre portée, il y a des vents, on peut créer des effets éoliens, des corridors éoliens, etc. Fait que tu sais, il y a la qualité du cadre bâti. Des fois, souvent, ou à peu près tout le temps, c'est pas discuté sur cette qualité-là. On fait juste dire, c'est 2 étages ou 3 étages ou 4. Puis on dit, c'est trop. Mais attends, il peut y avoir des décrochés, il peut y avoir des jeux d'architecture. On est où? C'est quoi le contexte? Le sujet n'est pas que mathématique ou numéraire. Et... il y a quelques mois, on a parlé ici des commissions parlementaires sur la révision des cibles des réductions d'émissions de gaz à effet de serre. Oui. Puis à cette commission-là, j'avais ramené un clip de Pierre Châteauvert de l'Union des municipalités du Québec qui a parlé en commission. J'avais l'extrait, puis il disait, il y a une petite révolution qui s'en vient avec les nouveaux schémas d'aménagement. C'est un marchand d'espoir. Oui, puis ça m'avait quand même... Ça m'avait allumé parce qu'il avait dit il y a des éléments politiques qui se mettent en place aujourd'hui qui vont faire qu'on va arrêter d'assister à l'étalement urbain. Les politiques vont nous pousser vers la densification. Lui, ce qu'il disait, c'est une utilisation plus rationnelle du territoire, donc une meilleure planification. Et je suis resté avec cette idée positive-là, puis je l'ai lancée à Francis en disant est-ce que c'est vrai qu'il y a une révolution qui s'en vient? Puis c'est ça, c'était ma première question, mais je pense que c'est pas vrai. Peut-être juste précision, Pierre Châteauvert, je crois qu'il est pour la FQM. Je peux changer aux politiques. Donc, Fédération québécoise de municipalité? Oui, exactement. Qui est l'autre... qui n'est pas l'Union. Puisque vous avez écrit un livre de 500 pages là-dessus, vous avez sans doute raison. C'est le fun. Écrire, ça donne de la notoriété. Absolument. 500 pages, c'est la belle densité. Oui. Mais pour en revenir, sur la révolution, qu'est-ce qu'il voulait dire, en fait? Je vais essayer de remonter un peu en arrière juste pour être sûr qu'on inclut tout le monde et puis que tout le monde comprenne un peu mon raisonnement logique derrière ce que je vais dire par la suite. Le cadre réglementaire pour cette révolution-là, en fait, il passe par des orientations gouvernementales, souvent qu'on appelle les OGAT. Les OGAT, il y a des schémas d'aménagement qui doivent être faits en lien avec ces orientations-là. Et le schéma d'aménagement, c'est au niveau des MRC. Ouais. Les MRC, c'est quelques municipalités, souvent 10, 15. Ouais. Puis après, les municipalités vont adopter leur plan d'urbanisme puis leur règlement d'urbanisme. Donc là, on descend, on part de la politique, on va jusqu'au règlement. Exactement. On part d'idées, d'orientation, de vision, jusqu'à un règlement qui dit « tu n'as pas le droit de faire 4 étages ». Ça, c'est l'opérationnalisation. C'est l'opérationnel. Puis là, je vais faire appel un peu à mon expérience quand j'étais jeune urbaniste au ministère des Affaires municipales. Rempli de rêves. Pardon? Rempli de rêves, j'imagine, jeune urbaniste. Oui.
Totalement. Et puis, dans les tâches que j'avais à faire, entre autres, c'était d'analyser les schémas d'aménagement. Parce que le ministère des Affaires municipales est responsable d'accepter ou de refuser l'entrée en vigueur des schémas. Puis, il y avait un document qui, à l'époque, était assez confidentiel, qui l'est moins. Je l'ai vu après, il y en a qui ont fait des demandes d'accès à l'info, tout ça. Puis, essentiellement, on parlait de la gestion de l'urbanisation. Il y avait une orientation, une des OGAT de 1979, au moment de la création de la loi, qui disait, pour la gestion de l'urbanisation, il faut consolider les milieux existants. Puis là, il y avait un calcul qui était demandé au MRC de démontrer à l'intérieur des périmètres d'urbanisation, est-ce qu'il y a des dents creuses, des espaces à construire? Puis on disait, montrez-nous avec les projections démographiques de l'Institut de la statistique du Québec, est-ce que le fameux périmètre d'urbanisation va pouvoir accueillir ces nouveaux ménages là, dans une certaine perspective. Puis là, si on se rendait compte qu'il manquait de place, tout ça, là, on pouvait ouvrir la discussion à dire on va faire une extension, on va agrandir, on va peut-être s'agrandir en territoire agricole ou autre. Et ça, c'est un élément majeur quand on faisait des recommandations au ministre pour accepter ou refuser un schéma. C'était un gros point. Et jeune urbaniste, j'ai dû refuser 3 schémas sur cette base-là parce que là, on parle d'étalement puis de densité. Hein. Ce que nous disait l'orientation gouvernementale, c'est ne pas vous étaler. Puis avec un petit calcul mathématique qui n'était pas si tu dépasses de 0.1, on refuse, mais il fallait qu'il y ait un justificatif, un rationnel. Fait que c'était déjà là. Et c'était déjà là. Et là, ma compréhension des OGAT et ce que M. Chateauvert ce qui amène M. Chateauvert à faire son commentaire, c'est que depuis 2024, il y a des nouvelles orientations qui ont été revues, un peu les libellés, tout ça, mais la gestion de l'urbanisation, ma lecture des choses, n'est pas diamétralement opposée. On parle encore de consolider les milieux pour optimiser les infrastructures notamment. Mais ce qui est nouveau, c'est que les MRC, toutes les MRC du Québec maintenant, il y a des catégories qui leur sont attribuées, là, de urbaine à rurale. Puis pour chacune des catégories d'MRC, il va y avoir des indicateurs et des cibles à rencontrer. Ça, c'est nouveau. Est-ce que après ces cibles-là, ma lecture là, à la fois de la loi et de tout le cadre qui oriente les villes, il n'y a pas de pénalité si elles ne rencontrent pas. Par contre, ce qu'on peut s'attendre, c'est qu'une MRC qui passerait complètement à côté de l'objectif, probablement que le ministre, après, viendrait un peu... Ou un jeune urbaniste. Ou un jeune urbaniste pourrait venir. Non, mais en fait, ce serait plus le rôle du ministère des Affaires municipales. Le jeune urbaniste n'a pas le leverage du ministre. Non, exactement. Le ministère pourrait dire, attendez, on s'attend à certaines cibles, vous en pensez? C'est pas très contraignant, tout ça. C'est pas très contraignant. Et de là... En fait est-ce que ça a un réel impact ou c'est du travail un peu dans... Et que dans le fond, la spéculation, le marché, c'est lui qui dicte puis qui s'entorche un peu des grands plans d'urbanisme. Là, c'est une question un peu naïve, là, mais... Non, mais Gérard Beaudet est venu ici, à la balado, l'année passée. Fait que je comprends les limites aussi de ces exercices-là. Je suis pas, je suis pas campé dans un camp ou dans l'autre. Je pense que les orientations sont trop creuses, d'une part. Puis il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle l'autonomie municipale. Oui. Hein. On respecte beaucoup, et c'est juste. Hein. On parle de la démocratie, souvent on observe, elle se désagrège un peu. Puis ça fait quand même partie de la démocratie municipale d'avoir des élus qui sont élus, des fois pour ou contre la densité. C'est juste que là, s'opposent un peu des intérêts... on va dire, particuliers ou circonscrits locaux à des intérêts plus supérieurs. Tout à fait. Puis là, on est sur le gros bon sens, puis puis là, c'est où la ligne, puis qui a le gros bon sens? Quand on parle de planification à long terme, le gros bon sens est rarement le meilleur allié. En effet. Malheureusement. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un super bon point d'avoir une vision long terme. Je vais parler d'un événement précis dans les nouvelles, dans le fond, dont on a déjà parlé, c'est la situation de Sainte-Adèle. Donc, il y a la mairesse de Sainte-Adèle, Mme Nadine, j'oublie son nom. Brière, Nadine Brière, je crois. Nadine Brière, qui est partie en guerre officiellement contre... elle a réussi à avoir un moratoire parce qu'il y avait des milliers de nouveaux logements qui devaient se construire, dont des plex. Et c'est un peu la densité qui en prenait pour son rhume là-dedans. C'est des décisions de l'ancienne mairie. On a parlé de 4900 nouveaux logements dans une MRC ou entre une municipalité qui en comptait 6900 au début. Donc, c'est une explosion. Ça, j'imagine que c'est la pandémie, télétravail, j'ai lu un article où elle disait les gens veulent venir ici, c'est tellement beau chez nous. Sans doute, sauf qu'après ça, qu'est-ce que tu construis? Est-ce qu'il faut que tu rases 3/4 de la forêt autour pour pas densifier? Mais là, ce que je voyais, moi, c'est une réaction à la densité qui, pour moi, était comme... Oh mon Dieu, je pensais que la densité, c'était juste bon. On va arrêter de raser les champs, on va arrêter de... On va rendre des stations REM rentables, pas rentables, mais très, très efficaces parce qu'il y aura beaucoup de monde qui habite autour. Aller faire un tour dans Griffintown, la densité là-bas rend beaucoup de choses possibles. Mais quand on va à Sainte-Adèle, mal planifié.
mal planifié, mais le potentiel d'avoir autant d'humains à un endroit. Imagine tout ce qu'il aurait fallu brûler comme terre, passer la prairie pour arriver à ça. Mais donc, Sainte-Adèle, je me suis dit, tiens, on pourrait en parler avec notre ami urbaniste. En fait, plusieurs choses. Déjà, je me répète un peu là-dessus, mais le titre de l'article, c'était la bataille à tout prix contre... la bataille de Sainte-Adèle contre la densité à tout prix, exactement. Puis là, après, on nous dit qu'on s'oppose à la construction et un moratoire sur les 3 logements. Là, je reviens en disant, est-ce qu'on n'a pas la même perception de la densité de 3 logements et qualité... Attends, c'est 3 projets? Non, 3. Ce que j'ai lu, c'est les triplex et plus. OK. Ah, mon Dieu, OK. 3 logements. Oui, OK, je comprends. Et là, quand on parlait un peu d'entrée de jeu de la qualité, 3 logements demandant à n'importe quel technicien en architecture, n'importe quel architecte, dessine-moi 10 variantes d'un 3 logements, c'est pas forcément 3 étages. Fait que déjà, puis là, je comprends, la ville, la mairesse est arrivée, elle a voulu mettre le haut-là, bloqué, fait qu'elle bloque, puis probablement il y a une raison réglementaire de la manière que c'est libellé, elle bloque les trois logements, puis ça règle tout ça. Mais clairement, je trouve que ça emmène deux réflexions plus empiriques. C'est il y a un enjeu, on parlait de vision long terme. Est-ce que c'est normal qu'il y avait, c'était une autre mairesse précédemment qui avait probablement fait des choix ou en tout cas autorisé, n'avait pas interdit les 3 logements. Puis là, on a un changement de garde. Puis là, finalement, il y en a, on nous parlait de 4000 quelques ou 2000 quelques permis là, déjà en demande ou tout ça. Fait que clairement, il y a... C'est 2400. 2400. Ouais. Demandes en permis déjà là, qui peuvent pas arrêter parce que la demande avait déjà été faite. Puis bon, c'est comme ça. Fait que tu sais, et là, ça veut dire, je présume que dans ces 2400 projets, il doit y avoir des citoyens, il doit y avoir des particuliers qui veulent peut-être transformer leur maison, construire un étage, fermer leur sous-sol pour avoir une petite rentabilité. Fait que, tu sais, ce changement de garde-là, ça va aussi faire des mécontents, sûrement. Puis si je veux me placer du côté lumineux de la chose, elle a sûrement été, je ne connais pas le cas précis de Sainte-Adèle, mais elle a sûrement été portée au pouvoir sur cette base de la densité. Donc, à quelque part, elle représente aussi les intérêts des citoyens. Fait que ça nous montre que la démocratie marche un peu. Mais elle suit l'envie du moment. Parce que là, ce qui se passe, c'est que les gens, peut-être qu'il y a 4 ans, on se disait, écoute, ça va nous prendre plus de population si on va être capable de financer la réfection de nos égouts. Oui, c'est ça. Puis là, la nouvelle population, si on la finance, si on l'établit en forêt, il va falloir rallonger les tuyaux, rallonger les fils, puis on ne sera pas plus rentable. Tandis que là... la densité pourrait répondre à cette question-là, sauf qu'il y a des plexes qui apparaissent qui bloquent la vue. Puis là, les gens disent « Hey, c'est plus Sainte-Adèle, là, si on a des trucs de 3-4 étages qui nous bloquent la montagne. » Fait que là, on se dit « OK, la densité, c'est-tu bon juste en ville? C'est-tu bon juste à Montréal? Autour des stations de métro? » C'est intéressant parce que le titre de l'article en parle de la densité. Puis à la lecture de l'article, moi, ce que je trouvais comme confusion ou incohérence aussi, c'est que la mairesse dit on veut pas de la densité parce que les écoles sont pleines, les services sociaux, il y a le problème de congestion. En fait, elle nommait toute une... Puis beaucoup des problèmes qu'elle énumérait, je doute pas qu'ils sont réels, mais ils vont s'amplifier avec la croissance de la municipalité et non à cause de la densification. Fait que là, on parle-tu... Est-ce que Sainte-Adèle, la position, c'est on ne veut pas accueillir de nouveaux logements ou on ne veut pas se densifier parce que ça cache la vue ou les citoyens, ça change le milieu de vie, tout ça. Déjà, je trouve que c'est comme 2 sujets interreliés, assurément. Mais qui ne sont pas les mêmes. Ils sont pas les mêmes. Et si on veut ramener ça à des enjeux plus urbains, mais quand même, ça touche à peu près tout le monde, s'il y a un sujet dont moi, je me suis vraiment beaucoup écœuré à le vivre et à le lire, c'est les nids de poules ce printemps. Plus capable. Ça fait 50 ans qu'on en parle. Voilà. Mais donc, Radio-Canada a sorti des extraits dans les années 70, des Vox Pop, et on parle des nids de poules. C'est pas nouveau, là. C'est pas Projet Montréal. Là. Non. Qui a cochonné ça. Je ne penserais pas, non. C'est plus compliqué que ça. Alors, je pense qu'il n'y a pas quelque chose qui s'appelle le déficit d'entretien des infrastructures, un petit détail. Voilà. Il y a un documentaire sur les nids de poules qui est sorti, si je ne me trompe pas, en 2023, qui s'appelle « Nids de poules ». Et évidemment, on part de cette catastrophe qu'on voit tous et qui peut être fâchante quand tu plantes en vélo ou que tu scrapes une de tes jantes avec une voiture. Et tu te dis, mais on est-tu des caves? On est-tu pas capable de faire des rues? Et là, Ève Duranceau, qui est l'animatrice, c'est le théâtre porte-parole de Annabelle Soutard qui a fait Jamie Drault, qui était en théâtre documentaire, puis qui ont fait un truc de télé-théâtre documentaire. Donc, c'est des comédiens qui jouent, par exemple, l'ancien maire de Gatineau. Et là, j'ai un extrait où Ève Duranceau dit qu'elle s'en va jaser avec Maxime Pedneau-Jobin. J'ai voulu aller dans une plus grande ville pour voir si la situation est la même. Je suis allée à Gatineau.
À partir du moment où on étend les villes et qu'on va toujours de plus en plus loin, on n'arrive pas. Mais pourquoi on étend les villes? Il y a le phénomène de la fiscalité municipale, c'est une des causes de l'étalement. Et si tu veux faire de l'argent, faut que tu construises des maisons. C'est les taxes foncières qui rapportent. C'est des maisons unifamiliales dans des champs. Ça veut dire la construction de beaucoup de nouvelles routes. Les villes dépendent un petit peu plus que 70% de la taxe foncière. C'est une machine à étalement urbain. C'est Mathieu Gosselin? Oui, c'est ça. Qui jouait dans Jeux vidéo, qui joue le rôle de l'ex-maire qui est rendu au musée de la Nation. Mais donc, une usine à étalement urbain. Et c'est un peu la thèse de ce documentaire-là, parce qu'elle se dit, mais comment ça se fait qu'on n'arrive pas à entretenir? Ben, c'est parce qu'à chaque fois qu'on fait une nouvelle route, il y a des gens heureux. Mais après ça, il faut l'entretenir. Puis s'il y a juste 5 maisons au bout de cette rue-là, mais là, c'est... Et donc, moi, ça me ramène à la densité. C'est-à-dire, oui, vous êtes peut-être déçus d'avoir des triplex là où il n'y en avait pas avant. Ça va faire des débris de construction, oui, mais madame, votre maison, votre bungalow, quand il a été construit, lui aussi a fait des débris. Est-ce qu'on est capable de dire que l'étalement urbain, scientifiquement, c'est caca? Oui, on peut effectivement dire ça, que c'est caca. C'est un très beau terme d'ailleurs. Quand tu as ta maison à la prairie, c'est le fun. Ouais. Mais après ça, si éventuellement... Il y a beaucoup de la prairie. Oui, mais j'ai eu des belles familles qui étaient là-bas. C'est un peu la banlieue que j'ai découvert. Oui. La seule, en fait. J'en ai jamais vu d'autres. Il y a une vieille partie, le vieux village de la prairie. C'est magnifique. Très, très joli. Souvent comme les vieux secteurs. Pourquoi? C'est un peu plus dense. Il y a une mixité des usages. Voilà. Tout ce qu'on essaie de recréer avec un succès mitigé. Et des églises. Oui. Mais il y a déjà un bon moment, l'organisme américain Strong Towns, qui est un think tank qui parle d'urbanisme et tout, c'est eux que j'avais entendu les premiers. Je ne sais pas si l'idée initiale vient d'eux, mais ils comparaient la fiscalité municipale à un schéma de Ponzi parce que les villes sont pas rentables, les taxes, les revenus, les transferts provinciaux fédéraux n'arrivent pas à compenser, justement à résorber. Les missions du municipal aussi, c'est que souvent le gouvernement va rajouter des responsabilités, mais l'argent ne suit pas. Exactement. Et puis ce déficit-là, ça amène les villes à vouloir, comme tu l'expliquais, de vouloir développer, sortir de la ville parce que c'est des nouveaux revenus de taxes. Et puis là, dans le livre, Jean-Philippe Meloche, qui a écrit dans la partie économie, il en parle, il y a souvent un décalage entre les besoins qui vont se faire sentir de cette nouvelle population-là. À un moment donné, il y a même des seuils prévus aux lois pour une certaine taille de population, par exemple. Ça prend une bibliothèque d'une certaine taille. Puis même les citoyens vont faire des demandes. On veut des piscines, des arénas avec les changements climatiques. Les arénas, même les glaces extérieures sont frigorifiées. Fait que ça prend des équipements. Puis fait que ce décalage-là fait en sorte qu'à chaque fois que tu as une nouvelle population, tu investis. Puis à un moment donné, tu as plus de dépenses que de revenus. Fait que là, tu vas te chercher des nouveaux revenus en construisant plus loin, et etc. Fait que déjà, ce modèle-là ne marche pas. Après, pour emmener ça plus sur la densité, je ferai référence, puis j'en parle dans le livre, et drôle de hasard parce que, je pense que c'est hier dans la presse, Vivre en ville avait signé un article c'est vrai. sur la densité, puis il faisait référence notamment à Urban 3, qui est un consultant américain qui a fait des analyses de plusieurs sites, et puis j'en parle dans le livre de leurs analyses. Essentiellement, ce qui démontre, il fait des analyses dans plein de villes américaines, dans différents États, ville versus banlieue, donc milieu dense versus milieu peu dense, puis il fait un vis-à-vis. Puis là, pour chaque service, puis là, il y a souvent les infrastructures linéaires, le pluvial, l'égout, l'aqueduc, mais les centres communautaires, les pompiers, en fait, tous les services qu'ils peuvent avoir dans une ville. Puis tu as une colonne pour l'urbain, puis une colonne pour la banlieue, puis les différences de revenus, de coûts, ce que ça coûte par ménage, c'est souvent du simple au double, voire au triple, et des fois plus encore. Donc, l'analyse qui, dans multiples contextes, démontre que quand on est peu dense, puis c'est logique, hein, et c'est la conclusion du documentaire Nid Pool, c'est quand il a la super bonne question qu'il pose au début, pourquoi on a des routes plus mécaniques en Ontario, pourquoi ça nous coûte plus cher? Puis la réponse est toute simple. En Ontario, il y a moins de kilomètres linéaires d'autoroute pour plus de contribuables. Puis les ratios, là, je pense, c'était au Québec, 21,2 contribuables par kilomètre d'autoroute. En Ontario, 47,2. Ils ont 2 fois plus de gens qui payent pour chaque kilomètre d'autoroute. C'est un ratio. Quand on parlait de la densité, population par hectare, logement par hectare, c'est la même chose. Ce genre de ratio-là, on pourrait le ramener. Combien de contribuables par école? Combien de contribuables par hôpital, par centre communautaire? Mais ça veut dire plus de voitures. En fait, le nombre de voitures a-t-il un impact sur les nids de poules?
Oui, oui. Au-delà de l'entretien. Je vais, de manière empirique, il y a probablement des gens très enchaussés, mais oui, le poids des plus de VUS, le just-in-time, il y a plus de camions souvent de partout avec des camions bien remplis. Les pratiques de déneigement à certaines températures pour satisfaire un électorat qui trouve que ça ramasse pas assez, j'imagine. Oui, assurément. Parce qu'on n'en parle jamais de ça. Le sel déglaçant aussi, avec des températures c'est des températures que c'est autour du zéro, souvent ça déglace. On va mettre plus d'abrasif, plus de sel, puis encore une fois, de manière empirique, sur la structure il y a des route. études qui disent pour chaque $1 de sel mis sur les routes, il y a 5 à 7 $, là, j'y vais de mémoire, 5 à 7 $ de dommages causés aux infrastructures. Donc, voirie, corrosion quand il y a du béton armé. On salue le pont Champlain, le vieux pont Champlain qui s'est effondré à cause du sel. Puis, pour aller même plus loin dans cette logique-là de fiscalité puis d'équilibre, puis Vivre en ville le mentionnait aussi à juste titre, il y a Stéphane Guidouin, qui est le fondateur du LIUM, le Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal, qui est aussi consultant, puis il y a un site qui s'appelle Dataholic. Comme le nom l'indique, il joue beaucoup avec les données, puis il était à l'origine des données ouvertes de Montréal, tout ça, et il y a déjà plein d'années, il avait fait cette analyse-là pour Montréal, comme Urban 3. Il avait regardé quelle était la contribution des ménages, puis là, on a une espèce de carte avec des histogrammes, finalement, qui disent quelle est la contribution, puis on voit clairement les quartiers centraux, puis là, c'est pas une prise de position. C'est factuellement les quartiers centraux, Ville-Marie, Rosemont, Plateau, les quartiers plus ramassés, consolidés, denses, contribuent plus, et puis quand on regarde cette analyse-là, quand on sort des quartiers denses, souvent les quartiers moins denses, plus on s'éloigne du centre, vont être déficitaires. Fait que l'analyse, c'est les quartiers, les commerçants payent beaucoup de taxes. Ils payent très cher. Fait que les quartiers denses financent le maintien des quartiers peu denses. Et encore une fois, je le répète, c'est un rationnel. Puis même, il va une coche plus loin dans son analyse, il croise la répartition des revenus médians des ménages. Puis une conclusion, là, que je paraphrase un peu, mais c'est pas forcément les ménages les plus riches qui vont contribuer le plus. Hein. La fiscalité, c'est pas les taxes foncières, c'est pas un impôt. C'est pas progressif. Hein. Eat the rich, on dit souvent ici. Eat the rich. Oui. Voilà. Moi, ce que je me demande. T'es pas obligé de dire je rebondis pas là-dessus. Là, mais... Ce que je me demande, Francis. Mais oui, il y a un constat quand même préoccupant parce que normalement, en termes d'équité, on veut. Ça veut pas dire que la proportion est la même, mais normalement, ce serait logique parce que. Si on fait un pas de recul, les services publics, le filet social, tout ce qu'on se dote, normalement, c'est qu'on collectivise des services qu'on ne pourrait pas se payer individuellement. Parce que si on paye chacun le bout de rue qui profite à tout le monde, on ne peut pas chacun acheter notre bout de trottoir, notre bout de rue, notre bout d'aréna. Fait qu'on met ça ensemble, on met un gros pas de commun, mais c'est vrai que c'est un peu le programme d'Éric Duhem, ce que vous nous dites là. Chacun paye ses affaires. Encore une fois, je ne rebondirai pas là-dessus. Mais oui, effectivement, ben, toute la droite, c'est un peu ça. C'est de dire, tu travailles plus, tu fais plus, on va le mettre. Puis justement, puis si on pense comme ça, puis on se place de manière collective, puis là, après, c'est plus une opinion où les analyses varient là-dessus. Mais moi, je suis de l'école qui pense en effet qu'on va perdre comme société, puis qu'il faut garder collectif, puis qu'à un moment donné, si il y a notre sujet là, d'aujourd'hui, c'est la densité, ben, si on pense la densité collectivement, si on veut refaire des routes, avoir les services, pas que l'on parle beaucoup d'infrastructures, mais il va falloir quand même réfléchir à ça. Il y a l'inversion de la pyramide des âges, moins de gens qui participent au trésor public. Fait que quand j'entends des fois des discours qui disent c'est tout n'est pas bon, ils dépensent l'argent, c'est facile, c'est pas l'heure, puis tout ça. Est-ce qu'il y a moyen d'optimiser? Sûrement. Sûrement. Mais c'est pas 100% de la solution. Où est l'erreur? Parce que dans le fond, là, on a des arguments très, très, très factuels. Et puis si on laisse les choses aller, les villes peu denses comme Sainte-Adèle vont éventuellement être toujours davantage dans le trou et vont devoir arriver à la conclusion que oui, il va falloir densifier. Mais comment est-ce qu'on fait pour négocier cette volonté de dire, mais moi, j'aimais ça avant, j'aimais ça quand je voyais la montagne au complet, mais quand les aqueducs vont péter, j'aimerais plus ça. Je trouvais pas ça drôle d'avoir des bouteilles d'eau chez nous. Donc, comment on fait pour préparer une population ou avancer, planifier? Ben, je pense qu'une des façons de le faire, ce serait déjà que la ville fasse une vraie planification, là, mais de regarder quel est l'impact de rien faire. Si on prend le cas de Sainte-Adèle, si Sainte-Adèle n'accueille aucun nouveau ménage à partir de cette année, c'est quoi leur DMA, leur déficit de maintien des actifs, égouts, aqueducs, je ne sais pas s'il y a des projets locaux, genre centre communautaire, mais regardez, y a-t-il un manque à gagner? Probablement que oui.
Puis il faudrait se projeter pour dire si on pense qu'il y a des nids de poules là, si on réfléchit comme ça, quel sera l'impact dans 10, 15, 20 ans? Puis là, on parle de Sainte-Adèle, là, mais c'est une réflexion qui s'applique partout. Plus largement. Fait que je pense que ça vaudrait le coup qu'ils fassent ce calcul-là. Puis j'ai envie de revenir sur la notion des OGAT qu'on parlait précédemment. Ce que les orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Donc, les OGAT, ce qu'elles donnent, c'est des cibles et des indicateurs pour les MRC. Sainte-Adèle, c'est le chef-lieu de la MRC des Pays d'en haut, si je ne me trompe pas. Donc, le poids de la densification de la MRC ne repose pas que sur Sainte-Adèle. Je pense qu'ils ont un rôle à jouer parce que c'est quand même une ville, c'est assez ramassé par rapport à d'autres municipalités sur leur territoire. Mais le poids, et là, la question qu'il faudrait que les élus se posent et les citoyens, c'est si Sainte-Adèle ne fait pas l'effort de densifier ou d'accueillir des ménages, ben, qui d'autre dans la MRC, surtout s'il y a la pression pour construire. Puis, fait que la question se pose, puis mon point, c'est ça ne repose pas que sur Sainte-Adèle. Mais si eux ne le font pas, s'ils décident de faire le moratoire ou de le pérenniser, ce moratoire-là, ben ça pose quand même un enjeu, eux, pour financer leurs infrastructures à eux. Puis plus généralement, dans le contexte de la crise du logement, ben, qui va accueillir dans ce cas-là? Ouais. Moi, il y a une idée qui m'est restée, puis je pense que ça pourrait peut-être servir de conclusion. C'est que dans votre livre, à la fin du chapitre sur la densité, vous dites « La ville n'est jamais terminée ». Donc, Sainte-Adèle aujourd'hui, Montréal, Villeray aujourd'hui. On peut dire hey, « J'aime vraiment ça en ce moment, Villeray », mais il y a de la planification à faire, il y a des surprises, il y a des transformations. Et puis, je voulais vous laisser le mot de la fin là-dessus. Oui, merci. Je pense que c'est souvent une erreur. En fait, quand j'entends ou je lis des commentaires, j'en ai lu beaucoup pour mon livre. Je me suis amusé à suivre des comptes LinkedIn ou autres de gens qui ne pensent pas comme moi parce qu'ils ne disent pas que des âneries, puis ça l'élargit aussi la réflexion. Mais c'est souvent que la ville, ne serait-ce quand on la planifie, on fait des maquettes, des plans, on voit comme une destination, une arrivée, mais la ville n'est pas comme un bâtiment. Dans une ville, il y a toujours un truc à reconstruire, un truc qui casse. On peut livrer un bâtiment, là, on annonce une bibliothèque, on coupe le ruban, c'est fini. La ville n'est pas finie, c'est jamais complété, puis on le voit à Montréal, mais pas que, dans la région aussi. Il y a des projets citoyens qui émergent. Fait que cette transformation constante fait en sorte qu'à un moment donné, on dirait qu'il y en a qui sont frustrés de ne pas avoir la ville parfaite. Puis tu sais, souvent même quand on se projette ou qu'on imagine des projets, il y a cette espèce d'utopie. Puis on dirait, pour certains, que quand on n'atteint pas le non-atteinte de cette utopie-là, fait en sorte qu'on devient cynique puis qu'on dit on n'y arrivera pas, des nids de poules. Mais il faut regarder le chemin parcouru, il faut regarder, là, on parlait de densité, mais gestion des actifs, tout ce qu'il y a à faire. Est-ce qu'on agit, est-ce qu'on va dans la bonne direction? Puis on n'atteindra jamais, la ville ne sera jamais terminée, elle ne sera jamais parfaite non plus. Ouais, les maires disent ça, dans 5 ans, ça va être top-notch. Denis Coderre. Oui, c'est tout. À la fin de son mandat, son dernier mandat. Je pensais que tu allais dire Denis Coderre. Non, Denis Coderre qui avait découvert le concept de mitigation, il n'arrêtait pas d'en parler. Il disait que les cônes, il avait dit « Donnez-moi 5 ans, je vous le dis, dans 5 ans, il n'y aura plus un cône à Montréal. » Puis ça, c'est en 2000, je ne sais pas quand, donc ça fait 10 ans. Et on est-tu loin de ça? Puis ça, c'est loufoque de dire ça, parce que les routes, il va toujours avoir des travaux, là, je veux dire. On roule. Dans des vieilles villes, c'est sûr. Ben oui. Après, est-ce que c'est extrême? Est-ce que des fois, c'est mal coordonné? Puis c'est là que trop, oui. Je suis le gars un peu plate qui amène jamais une réponse claire, non. Mais oui, ça vient à ça de dire la ville n'est pas finie, des travaux, il y en a dans toutes les... Puis malheureusement, je pense qu'on aurait pu mieux faire, surtout dans le passé. Puis là, c'est facile à dire pour les politiciens de dire la gang d'avant, ils nous ont laissé la maison pas en ordre. Tout ça, bon, c'est facile. Mais c'est vrai quand même que si on avait un peu fait un plan un peu sérieux, on se ramasserait pas. Puis là, c'est même, je pense, un autre sujet, mais même en termes d'emploi, la CCQ, c'est un nombre incroyable. Juste en construction, je pense que c'est 17 000 salariés manquants année après année qu'il faut additionner. Je pense que c'est pas loin de 300 000 qui manquent. Juste dans le domaine de la construction, on n'aura pas assez de firmes en génie, on n'aura pas assez de... Ça fait que c'est même pas juste sur la volonté publique, il y a énormément de paramètres qui font en sorte que économiquement, logistiquement, on pourra pas tout faire, fait qu'il va falloir prioriser. Puis il y a des beaux défis pour finir avec une phrase creuse. Non, tout ça est passionnant. Ça ouvre un champ incroyable. Francis Lepage, êtes-vous habitué? Vous êtes bon à la radio? Ça vous tenterait pas d'une nouvelle chronique à la balado, avec saison plaisir. 9? Écoutez, j'ai une grande expérience d'à peu près 20 minutes. Non, mais...
Pour vrai, ouais. Là, on brainstorm. Je crois qu'on vient de créer un segment autonome qui pourra revenir l'an prochain. Ce livre-là, Regard sur la ville, comment on fait pour l'avoir? Parce qu'il y a des gens, je le sais, moi j'ai un auditoire de lecteurs. Ça va exploser. Et de lectrices qui vont vouloir savoir où c'est qu'on peut le trouver. Chez Raffin, il en reste une ou deux copies. Il y en a, je pense, encore à l'UQAM, à la Coop de l'UQAM. Bon. Il y en a chez Port de Tête. C'est disponible chez les libraires indépendants. Bien donc, sûr. vous pouvez le commander. Ouais. Puis sinon, toute l'info, il y a un site, c'est regardsurlaville.ca, pas .com, c'est un site culturel. Regardsurlaville.ca. Vous allez avoir un peu, il y a des espèces d'extraits audio, résumés des chapitres, il y a beaucoup de matériel, puis il y a un onglet commerce ou médias. En fait, vous allez voir les points de vente, là, je les maintiens à jour, puis voilà. On peut c'est livre de référence sur la ville. Vraiment. C'est ça que c'est. À avoir dans une bibliothèque. Oui. Merci Francis Lepage, je suis content de vous avoir rencontré. Je vous l'avais dit que ça serait bon. On vient de créer un monstre. Tout à fait. On vient de créer un monstre dense. Oui. Qui ne coûtera rien aux contribuables. Voilà. Au revoir. Merci. Laurence Guenette, de la Ligue des droits et libertés. Hey, merci d'être Séraphin pour d'être Séraphin et non pas Séraphin. Je parle vite des fois. À la librairie Raffin pour venir nous présenter ce nouveau numéro de Droits et libertés, volume 45. Et là, on parlait avant de commencer à enregistrer, ça fait-tu 45 ans? Et là, vous m'expliquez que, parce que je ne connaissais pas la revue des droits et libertés. Qu'est-ce? Ça a été à l'époque, tu sais, la Ligue a 64 ans cette année. Donc, ça a été à une certaine époque une espèce de bulletin interne pour les militantes, pour parler de certains enjeux de droits humains et tout. Avec le temps, c'est devenu plus professionnel. Là, vous voyez, la facture finale de la revue, c'est belle, elle est rigoureuse, elle est bien faite. Donc là, c'est rendu une revue publique, finalement, qu'on publie 2 fois par année. Et on aimerait qu'elle devienne grand public. C'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. D'accord, avec plaisir. Qu'elle SM partout sur le territoire. Vous étiez venu nous parler de plusieurs inquiétudes que vous avez sur le plan des droits. On avait parlé je me rappelle, on avait parlé du projet de constitution, si ma mémoire est bonne. On a parlé de droit à l'avortement aussi. Vous n'étiez pas seul, par contre. Et là, je feuillette ce numéro et je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est pas réglé! Non, c'est pas réglé. Peut-être que d'ici une semaine, on va avoir des nouvelles différentes à donner, mais au moment où on se parle, c'est pas réglé. Puis je me rappelle je fais des blagues, évidemment, là, mais là, il y a cette réflexion sur la montée de l'extrême droite. Qu'est-ce qu'on fait? Et le recul des droits et de la dignité humaine. Vous allez jusque-là. Il y a un constat qui est difficile, particulièrement dans le texte, dans l'éditorial d'Alexandre Petitclerc, qui est le président du conseil d'administration, mais j'ai trouvé ça intéressant, bien qu'après ça, le texte m'a habité, il parle beaucoup du doute. Ouais. On est à l'heure du doute, même par rapport à notre capacité collective à faire changer les choses. Puis lui estime que c'est quelque chose de sain, qu'on n'a pas le choix de faire et que ça fait partie de la lutte. C'est quand même un point de vue que j'ai trouvé vraiment intéressant, qui m'a vraiment confronté. Je comprends. Je pense qu'il y a une nécessité d'avoir des réflexions lucides sur les moyens d'action qu'on prend, le langage qu'on prend. Puis comme la Ligue est une organisation qui emploie le langage, le cadre d'analyse des droits et libertés depuis des décennies, c'est sûr que nous, on continue à avoir cette conviction-là des droits et libertés, de valoriser leur importance, les instruments qui les protègent, etc. Mais il ne faut pas juste faire fi de la conjoncture qui fait qu'ils sont barouettés, si je pourrais dire, qui sont disqualifiés, instrumentalisés par notamment les mouvements d'extrême droite. Et je pense que le doute, c'est un peu ça, finalement. C'est de ne pas juste continuer à faire les business as usual sans se poser aucune question, mais d'aborder de front cette grande réflexion, ce grand doute qui fait, mon Dieu, comment on défend les droits et libertés en ce moment. Parce qu'il invite carrément, puis vous abordez le langage, il invite à repenser le langage, là je le cite, dans lequel nous formulons nos luttes, quitte à parfois douter de la pertinence de nos luttes. Moi, je trouve que ça parle un peu de notre état ébahi devant la montée de l'autoritarisme, même ici au Québec. Et je pense que c'est un passage obligé pour peut-être rebondir, trouver les façons. Et peut-être qu'effectivement, il y a un gros brainstorm à faire sur comment on parle des droits humains, comment on parle de dignité. Parce que force est d'admettre que ça ne fonctionne pas. Puis comment on s'assure que les gens, le grand public, finalement, y adhèrent à nouveau? Parce que on a été vraiment devant une période où le discours qui domine de la part d'une partie de la classe politique aussi, c'est de dire que les droits et libertés, on s'en fout, qu'il y a d'autres priorités. Donc, comment
requalifie le langage des droits et libertés pour qu'il soit porteur de dignité, mais qu'il soit aussi un outil pour les luttes sociales. Donc, je pense que jusqu'à un certain point, on y parvient. Dans les derniers mois, nous, on a beaucoup parlé à plein de secteurs de la société civile pour qui le langage des droits résonne d'une façon super pertinente. Mais c'est ça. Dans l'édito, il y a cet appel-là à ayons une réflexion collective rigoureuse. Puis l'ensemble du numéro, en fait, la thématique qu'on a choisie, c'était pour avoir cette réflexion-là, l'avoir de front. Puis pas juste continuer à faire ce qu'on faisait d'habitude dans un contexte où vraiment il se passe des choses inédites qu'on pensait pas nécessairement voir de notre vivant. Vous avez piloté le dossier principal, donc, de ce numéro 1, Printemps-été 2026, qui est face à la montée d'autoritarisme et de l'extrême droite, les droits humains entre nos mains. Peut-être nous parler un peu de comment vous avez structuré ce dossier-là, parce que là, on retrouve des textes de Safa Chebi, entre autres, une entrevue avec Vince Warren du Center for Constitutional Rights. Oui. Mon anglais est très mauvais. Heureusement que c'est pas moi qui ai mené l'entrevue. C'est ça, parlez-nous un peu comment vous avez articulé ce dossier. Il est parti de la grande question que j'ai mentionnée précédemment. Comment on fait pour défendre les droits avec tout ce qui se passe là? Et de là, on a identifié le souhait d'avoir différents types de regards. Donc, à la fois, là, vous parlez du Center for Constitutional Rights. Bravo. Donc, Vince Warren et d'autres camarades des États-Unis qu'on a eu la chance de rencontrer par des réseaux internationaux de droits humains qui, eux, sont dans un contexte inédit aux États-Unis où ils ont assisté à l'effondrement de la démocratie. Très rapidement. Et c'est ce que M. Warren dit assez tôt dans son entrevue, c'est que ça nous a vraiment scié les jambes de voir comment toute notre conception de ce pays-là s'est effondrée très rapidement quand on a vu tout le monde, beaucoup trop de gens embarqués dans... Oui, ça met en lumière la fragilité de ce qu'on a ici aussi, puis en fait l'urgence de lutter avant que ça se dégrade plus. On a voulu aussi avoir des textes qui allaient nous parler de le droit, en fait, le droit au sens judiciaire du terme. Là. Juridique, parce que vous savez, les droits ont une vie politique, ça se reflète beaucoup dans le numéro aussi, mais donc la vie judiciaire des droits, le pouvoir des tribunaux, la séparation des pouvoirs, qu'est-ce que les litiges peuvent faire à la faveur des luttes sociales. On avait le besoin aussi de nous pencher là-dessus. Donc, on est allé chercher des articles, par exemple, de Karine Miller, qui a fait des recours à l'international contre le projet de constitution de la CAQ. On a fait aussi, on est allé chercher un article de Maryse Poisson et Louis-Philippe Janard dans la lutte pour l'accès des demandeurs d'asile aux garderies subventionnées. Donc, on avait cette dimension judiciaire. Ces gens qui détruisent notre filet social. Oui, c'est ça, ces gens qui sont accusés de tous les maux, alors qu'en fait, les désinvestissements massifs sont l'histoire des dernières décennies. Et bien documenté. Donc, il y a eu ça, puis il y a toute une partie aussi il y a une partie d'avoir un peu des pistes pour comprendre les racines de certaines lacunes ou de certaines faiblesses du droit international ou des droits humains en tant que tels, qui font qu'en ce moment, il y a un certain phénomène d'instrumentalisation des droits humains qui se passe. Donc, on a des articles sur d'où est venue la conception actuelle de la laïcité de l'État, le rejet du multiculturalisme, tout ça. Un texte de Jean-Pierre Couture, vraiment passionnant parce qu'il brosse aussi un historique du nationalisme québécois à partir de Maurice Séguin, dans le fond, et qui montre comment, dans le fond, Jean-Pierre Couture est professeur à l'École d'études politiques de l'Université d'Ottawa, et qui démontre qu'assez tôt dans le mouvement nationaliste, qui est un mouvement à plusieurs tendances, là, mais il y avait toute cette idée de le fédéralisme, c'est une idée étrangère. Le multiculturalisme est une idée étrangère. Et ça s'est poursuivi même au début des années 80 quand on a mis sur pied, avec le gouvernement du Parti québécois, entre autres, notre propre approche interculturelle qui semblait adaptée à la réalité québécoise. On voit aujourd'hui que le nationalisme conservateur rejette ça également, rejette la révolution tranquille. Et ce que j'ai trouvé intéressant du texte de Jean-Pierre Couture, c'est qu'il met ça dans un plus long continuum qui date des débuts, en fait, de la réflexion sur l'indépendance du Québec. C'est vraiment un texte intéressant. Oui, un long continuum qui nous mène à la conjoncture actuelle dans laquelle, en fait, les droits humains ou même la Charte québécoise sont remises en question par une partie de la classe politique. Cette charte-là devait, en fait, empêcher que les minorités se voient bafouer leurs droits par les majorités, juste sous prétexte que on est plus nombreux que vous, fait qu'on va bafouer vos droits sans aucune conséquence. C'est ça qu'on remet en question aujourd'hui. C'est ça qu'on remet en question. Donc, c'est un recul de beaucoup de décennies, là. Oui, vraiment, vraiment. Et Louis-Philippe Lampron, d'ailleurs, aussi, Louis-Philippe Lampron, qu'on a reçu récemment ici, qui offre un texte dans ce grand dossier. Une entrevue aussi avec Monique Chemillier-Gendreau, que je ne connaissais pas.
Oui, elle aussi, elle nous offre, c'est une entrevue qui a été réalisée par Mouloud Idzir, elle nous offre aussi un retour un peu historique sur qu'est-ce qui s'est passé au moment où il y a eu la naissance, la même année, là, il y a eu la Nakba en Palestine. Le grand exil palestinien, oui. Exact. Puis en même temps, il y a eu comme l'essor du droit international des droits de la personne. Donc, drôle de timing quand même. Ouais. Puis elle nous explique avec une perspective critique, mais qui est loin de vouloir juste rejeter l'ensemble des droits et libertés puis du cadre qui les entoure. Ouais. Elle nous explique en fait les éléments historiques, les lacunes qui ont été injectés à l'avance dans ce cadre-là, puis qui explique un peu l'échec du droit international face à Gaza depuis 2023. Face à plusieurs situations de politique internationale, c'est quand même assez flagrant. Je veux qu'on parle aussi... Est-ce que vous avez abordé tout ce que vous vouliez par rapport au dossier? Non! Il y a un autre élément quand même assez important. Là, il faut comprendre, on se prépare pas tant que ça. C'est un projet, cette balado... Pas tant préparé. Non, j'aime pas trop qu'on se prépare. C'est parfait. Parce que ça fait trop infopub plaqué. Alors, évidemment, j'ai lu le numéro, mais je vous laisse nous présenter peut-être des angles morts que j'ai pas vus moi-même. Ben, en fait, c'est sûr que tu les as vus. C'est qu'il y a un élément, je pense, qui apparaît dans plusieurs textes, qui est en filigrane de l'ensemble de la revue, à mon avis. C'est que nous, on parle de droits et libertés, mais on parle de mobilisation sociale. Oui. On parle de lutte sociale, on parle d'action de solidarité directe que les individus peuvent prendre pour réhumaniser, en fait, différentes populations, que ce soit ici ou à l'étranger. Donc, on a un texte sur la solidarité internationale, on a un texte sur les mouvements qui viennent en aide directement aux personnes migrantes qui traversent la Méditerranée. Donc, on a aussi plusieurs textes qui sont vraiment ancrés de lutte sociale. On n'est pas juste dans le juridique et dans l'analyse de la faiblesse des approches, des textes. Bon, il y a cette idée-là que la démocratie, les droits et libertés, ça s'incarne dans des luttes qu'on va devoir faire. Tout à fait. Puis que l'un n'ira pas sans l'autre, en fait. Les droits humains sans les luttes sociales, ça n'aura pas de portée. Alors qu'il y a une certaine époque, je pense qu'on pensait que s'il n'y avait pas... Là, je repense à l'entrevue avec Louis-Philippe Lampron. On n'avait pas à se battre pour ça, que ça allait de soi et que nos dirigeantes politiques allaient aller dans le même sens. Mais là, on se rend compte que les fissures ne viennent pas seulement des extrêmes, mais viennent des membres même élus qui remettent en question le gouvernement des juges. Toutes ces choses-là qui sont en train de fissurer, en fait, notre vie collective et démocratique. Je veux qu'on parle aussi du projet minier de la Loutre. Ouais. J'en avais vaguement entendu parler dans les médias. Ben, vaguement. C'est-à-dire qu'on en a déjà parlé, mais là, on plonge, en fait, dans ce projet qui est vraiment scandaleux. Je pense qu'on se doit de le dire. Peut-être nous expliquer un peu... c'est hors dossier, là, c'est au début de la revue, mais c'est Ta Petite Nation, c'est un projet minier. Et là, on apprend... Ben, en tout cas, moi, j'apprends que c'est non seulement un projet financé par l'armée américaine, mais accéléré par le gouvernement fédéral à l'insu du gouvernement du Québec. Ah oui, il y a un paquet d'affaires qui ne vont pas du tout là-dedans. Et l'extraction qui est vouée là-bas aussi à des fins militaristes. Là, donc, c'est du graphite. Du graphite. C'est très particulier. C'est le comité environnement, en fait, de la Ligue qui a voulu faire cette chronique-là sur le projet La Loutre, puis grâce à l'appui de Léane Rowe, qui a collaboré avec la Ligue pendant plusieurs mois à titre de stagiaire, on a pu vraiment aller faire des entrevues avec les gens, les citoyens qui se mobilisent contre le projet La Loutre. Parce que ça implique plusieurs villages qui se sont mis ensemble. Il y a eu un référendum l'an dernier. 95% des gens se sont opposés au projet. Ça fait 8 ans qu'il y a des travaux préparatoires et on pensait... En fait, le graphite, il n'y a pas si longtemps, servait essentiellement à des trucs assez nichés, dont les crayons, les fameuses mines de graphite. Dans les équipements sportifs, là, si ma mémoire est bonne, en tout cas, je sais que j'ai déjà eu des raquettes de tennis en graphite, mais le graphite ne participait pas à la haute technologie. Et là, les semi-conducteurs sont arrivés, leur utilisation s'est élargie, et là, le graphite est devenu un... Est-ce que c'est un métaux? Minerai. Je ne suis pas sûr que c'est un métaux. Minerai rare. Et là, c'est ça. L'armée américaine veut exploiter ce projet. Et il y a 5% seulement de ce qui sera extrait qui va être vraiment du graphite. Donc, il va y avoir énormément de déchets. Et ça va détruire, en fait, un environnement de vie en Outaouais. Oui, tout à fait. Puis je pense que c'est intéressant de voir, en fait, comment les citoyens et citoyennes de la région ont décidé de se mobiliser. Puis pour nous, ça remet vraiment en perspective, c'est-à-dire que ça met en lumière comment les piliers dont on a besoin pour exercer notre droit à un environnement sain en tant que population
ça passe surtout par la possibilité de participer aux prises de décision. Oui. Fait que là, l'exemple du projet de la loutre, c'est vraiment un contre-exemple. La population n'a pas son mot à dire pantoute. Tout à fait. Vous avez mentionné, tu as mentionné le référendum. Le référendum, c'est pas un truc formel contraignant, là. C'est une initiative des localités, de la population pour vraiment démontrer puis documenter le niveau d'opposition qu'il y a. Donc, c'est très intéressant de voir comment les gens se mobilisent là-bas à un projet qui est à la fois impact sur l'environnement, va impacter sur l'environnement et à vocation militariste. Ouais. Et ce qui est assez inédit, c'est que dans le fond, on se retrouve à avoir les mêmes enjeux que des régions que le gouvernement appelle régions ressources, bien que les gens dans ces régions-là n'aiment pas ça, cette appellation-là, mais l'Abitibi, entre autres, la Côte-Nord, parce que là, on est dans le sud du Québec, là, petite nation, l'Outaouais, c'est pas très loin. Et là, on est en train de se rendre compte que, peut-être on s'est pas assez occupé de ce qui se passait dans les régions éloignées, puis là, ça s'en vient chez nous. Et c'est un peu ce que les organisateurs du référendum disaient, c'est que là, c'est qu'en plus, les gens viennent ici en villégiature, ils ont des chalets, et là, ils se rendent compte que, OK, là, ça nous impacte directement. Et puis là, on parle de pollution sévère des cours d'eau. Il y a beaucoup de lacs là-bas. Vraiment un texte à lire parce que j'ai l'impression, malheureusement, que ça préfigure ce qui va arriver dans d'autres régions du sud du Québec qu'on pensait être à l'abri de l'essor minier. Mais visiblement, ça ne sera pas nécessairement le cas. On veut que les gens aillent acheter la revue, qui est disponible dans les librairies indépendantes, mais le tirage est... Vous me disiez que c'est pas dans toutes les librairies nécessairement. L'idéal serait peut-être d'aller sur le site Internet de la Ligue des droits et libertés, s'abonner, devenir membre. On peut s'abonner, on peut devenir membre si on veut. C'est pas forcément la même chose. Ouais. On peut s'abonner sans devenir membre si on veut. Oui. On peut acheter juste un numéro de la revue si on veut. Mais je pense que c'est vraiment l'ensemble du numéro, en fait, met sur la table des réflexions dont on a collectivement besoin. Puis nous, à chaque fois qu'on ouvre des espaces pour réfléchir à tout ça depuis quelques mois, on sent la réception des gens. Genre, oui, on a besoin de réfléchir à ça ensemble, ça presse. Fait que la revue amène sa pierre à cet édifice-là, finalement. Laurence Galette, merci. On va se reparler sûrement à la saison 9. Hey, merci, vraiment. Merci beaucoup. Alors voilà ce qui conclut ce 35e épisode de la balado. En fait, je faisais le calcul. 35. Merci à Godefroy Lorando. Merci pour cette idée d'avoir invité Francis Lepage. Vous l'avez entendu, je crois qu'on a créé un monstre, vraiment. Il se passait quelque chose. Alors, on va exploiter ça pour la saison 9. C'est sûr que c'est un segment, je pense, qui peut être extrêmement utile pour notre réflexion sur le vivre ensemble en milieu urbain, entre autres. Merci à Philippe de Grosbois. Excellente réflexion. Encore une fois, je dois dire, je suis vraiment heureux de compter sur cette équipe de collaborateurs et de collaboratrices tellement pertinente. Alors, merci. Merci à Laurence Guénette qui est venue nous présenter ce nouveau numéro. C'est la première fois qu'on en parlait. À la balado Droits et libertés, volume 45, donc, qu'on a présenté. On l'achète dans toutes les librairies indépendantes et directement sur le site de la Ligue des droits et libertés. Un autre beau partenariat. Hey, je veux terminer. Petit commentaire sur les événements de Shawinigan parce que vous savez que j'aime toujours voir un peu comment les médias vont traiter ce genre d'histoire-là et je n'ai pas été déçu. Ou en fait, oui, j'ai été déçu, mais pas par rapport à ce que j'attendais. Je l'ai dit souvent, on dirait que l'univers médiatique généraliste n'est pas équipé pour... En fait, je leur donne le bénéfice du doute là, quand je dis ça, mais ils ne sont pas équipés pour bien témoigner de la montée des extrêmes droites. Je précise des extrêmes droites, pas des extrêmes, parce que vous allez voir que c'est ce que certaines personnes ont fait. Et je pense que s'il y a encore des illusions sur comment les médias ne nous aideront pas dans cette montée, on l'a vu très, très, très bien cette semaine. C'était quand même assez hallucinant de voir cette espèce de à l'unisson. Puis là, j'ai pas tout lu complètement, mais j'en ai lu quand même pas mal. Beaucoup du commentariat, entre autres. Parce qu'il y a quand même deux volets. Là. Il y a le volet plus information neutre, entre guillemets, qui était quand même assez inquiétant parce que beaucoup de médias ont utilisé une manifestation prétendument raciste ou raciste, entre guillemets. Nouveau, entre autres, a utilisé la SQ va enquêter sur cet événement prétendument raciste. Comment on peut écrire ça avec les banderoles qui ont été déployées? Bon. C'est pas tant ça qui m'a dérangé, moi, que
l'unanimité autour du fait que c'est pas des gens de chez nous. C'est pas une manifestation qui nous ressemble. Nous ne sommes pas racistes. Ce sont des gens qui viennent du Canada anglais ou des États-Unis. Ce sont les Sons of Canada. Second Sons Canada. Il y avait Sean Beauvais, un Québécois. Donc, une fois au chalet, peut-être, là, on a été racistes, mais nous, on n'est pas racistes. Ça, c'était quand même assez fou que tout le monde répète ça. Paul Journet, ancien collègue avec qui j'ai souvent collaboré. Je peux pas dire que Paul Journet n'est pas quelqu'un qui fait ses devoirs comme chroniqueur, mais en même temps, c'est un chroniqueur d'un journal comme La Presse, donc on sait où ça va tendre la plupart du temps. Et il nous rappelle que c'est un peu court de dire que ces groupes ont été radicalisés par le conservatisme identitaire québécois, comme si ça n'existait pas. Hein? Ils s'abreuvent beaucoup ailleurs, sur le web, en anglais, notamment aux États-Unis. C'est quand même court comme analyse quand on regarde ce qui se passe au Québec, entre autres, depuis quelques années, et pas dans des groupuscules qui s'entraînent dans des swamps en Beauce, aux partis qui mènent dans les sondages, là, je veux dire, voyons. Mais il rappelle qu'il ne faut pas hausser les épaules non plus par rapport à ce qui se passe au sud de la frontière en se disant qu'on est chanceux de vivre au Québec. Puis là, il donne 2 exemples. Viola Desmond en 1946, qui apparaît sur les 10$, qui avait été arrêtée en Nouvelle-Écosse pour ne pas, qui était une afro-descendante, qui ne s'est pas assise à la bonne place dans un autobus, dans un cinéma. Et il donne l'exemple du discours de John A. Macdonald en 1885, qui n'était pas très gentil envers les Chinois. Ça, c'est ces 2 exemples pour montrer que ça ne vient pas de chez nous, mais on a aussi parfois du racisme. Et là, il rappelle que faut faire attention quand on parle d'immigration, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont associer ce discours au grand remplacement, mais aussi, il faut aussi le critiquer, hein, l'immigration, ce que, entre guillemets, la gauche ne fait pas. Je pense que c'est ce qu'on lit entre les lignes. Alors, là, je vais le citer. On peut, de façon sobre et factuelle, ça, c'est la presse, hein, ça, c'est le... En fait, c'est la démarche journalistique de la presse, sobre mais factuelle. On peut donc souligner les conséquences de la hausse non planifiée de l'immigration. Il ne faut pas se censurer comme la gauche nous le demande. C'est quand même, il le dit là, clairement, car si on nie la réalité par bien-pensance, la bien-pensance, on pousse le public à aller s'informer ailleurs. Ça, c'est la grande peur des médias généralistes, que les gens aillent s'informer ailleurs. Sébastien Bovet, à l'émission des Mordus, en fait, présentait le menu d'une de ses émissions en disant « Doit-on s'inquiéter de la montée des extrêmes des deux côtés? » Des deux côtés, bien sûr. Parce qu'une manifestation d'extrême droite, ça ne peut qu'exister parce qu'il y en a une autre en même temps dans un univers parallèle d'extrême gauche. Est-ce que je vous ai raconté que Sébastien Bovet m'avait écrit après mes tribulations avec la CAQ quand j'avais été... sauvagement expulsé du parti. Il m'a écrit sur Facebook pour me demander si, en fait, pour un peu valider l'information qu'il avait reçue. Puis là, j'avais dit, hey, j'en ai vraiment beaucoup parlé, mais pour vrai, si tu veux le savoir, va sur Blue Sky. J'ai tout documenté ce qui s'est passé sur Blue Sky. Puis là, il m'a répondu, ah oui, Blue Sky, vous savez, j'ai beaucoup de réseaux sociaux. Dans le sens que je n'irai pas vraiment sur Blue Sky. Bon, ma tentative était un peu peut-être de lui montrer qu'il y avait autre chose que X. Et je pense que ça s'est arrêté là. J'ai l'impression qu'il n'en a pas vraiment parlé. Cela dit, je ne pense pas que c'était un sujet à ce point pertinent pour en parler à RDI. En même temps, ils ont beaucoup de temps libre à combler. Mais disons que ça m'a pas... j'ai pas trouvé le flair journalistique de Sébastien ce jour-là particulièrement aiguisé. Là, juste d'aller... voir sur Blue Sky, ça semblait être au-delà de ses forces journalistiques. Voilà, fin de la parenthèse. Bon, évidemment, Richard Martineau, on n'a pas d'attente. Là. Lui, dans le fond, dit que c'était à cause de l'extrême gauche si les gens se radicalisaient. Fait que dans le fond, c'est des petits moutons victimes, les manifestants de Shawinigan. Michel David, bien sûr, l'ineffable Michel David, chroniqueur du PQ au Devoir, qui n'est pas conseiller de PSPP, parce qu'il y a aussi Jean-François Lisée. Mais lui, Jean-François, on n'a pas parlé cette semaine, étonnamment. Il a parlé de l'IA, comment c'était extraordinaire de passer ses soirées avec un petit verre de vin rouge et converser avec ChatGPT. Ça m'étonne qu'il n'ait pas parlé de ce qui s'est passé. Je sais pas. Mais Michel David, lui, nous a rappelé qu'on n'est pas raciste. Puis on est vraiment un peuple extraordinaire au Canada. Il y a des sondages qui le démontrent. Des sondages successifs arrivent toujours à la même conclusion, je le cite. Les Québécois ont beau être d'affreux chauvins. Ça, c'est dit avec, on le sent, là, un petit wink-wink, clin d'œil.
Oui, on est chauvin, on aime notre poutine. Ils s'entêtent à se montrer les plus ouverts à l'immigration, ou plutôt les moins fermés selon le point de vue. Alors, il y a une petite ouverture quand même ici. Et là, il rappelle que Hérouville, oui, en 2007, là, on avait l'air un peu raciste, mais finalement, ça s'est bien fini parce que là, quelques années plus tard, les journalistes ont fait la file pour retourner à Hérouville pour montrer comment c'était rendu extraordinaire, le modèle d'intégration. Alors, Michel David a, comme, sans le savoir, peut-être découvert le concept du dog whistling parce que c'est un peu ça que Mario Dumont a fait avec Hérouville. On se rappelle, Francine Pelletier nous l'avait clairement démontré quand elle était venue à la balado il y a quelques années, que tout ça était une création de Mario Dumont pour alerter les médias sur les accommodements raisonnables qui étaient partout. Alors voilà. Et bon, Michel David nous rappelle aussi qu'il faut faire attention quand même quand on parle d'immigration. Il s'adresse surtout aux grands partis, là, la CAQ et le Parti québécois. Puis que dans le fond, le rapport des Oui Québec, c'est pas tant une preuve qu'il y a un malaise, mais c'est juste, ça démontre juste qu'il ne faudrait pas que les politiciens aient un grand décalage par rapport au non-racisme des Québécois. C'était quand même assez alambiqué comme raisonnement. Et je dois quand même saluer Michel David, parce que ça a été le seul, en fait, de toute cette bande de chroniqueurs et de chroniqueuses qui a osé frontalement dénoncer le discours anti-immigration porté par Mathieu Bock-Côté, et je le cite, c'est dans sa chronique, la même. « On peut comprendre que, vu de Paris, appeler à plus de bienveillance envers les immigrants puisse être perçu comme de la mollesse ou de la naïveté. » Ça, c'est la critique la plus frontale qu'un membre des médias généralistes a adressée à un autre membre des médias généralistes du commentariat, Mathieu Bock-Côté. C'est quand même capoté quand on y pense. Il n'y a personne qui a fait autant qui a fait de liens entre les centaines de chroniques qui s'écrivent contre les musulmans au Québec, contre l'immigration, contre le multiculturalisme et le climat qu'on retrouve dans ces manifestations-là et la montée de l'extrême droite. Personne. Alors, Michel David le fait, mais comme vous avez pu voir, de façon très frontale. Là. Il n'a pas eu peur de nommer un chat. C'est quand même capoté. Hey, José Legault, je vous donne cet extrait-là. Je ne vais pas trop m'étendre sur la question. José Legault avait cette candeur-là également. Au Québec, ça c'est cette semaine, là. Au Québec, fort heureusement, la société civile demeure malgré tout une des plus accueillantes en Occident, rien de moins. Analysé par Philippe J. Fournier dans l'actualité, des études récentes de l'Institut Environix montrent que parmi les Canadiens, les Québécois sont les plus favorables à l'immigration. Encore une fois, on nous répète que hey, les amis, vous n'êtes pas racistes. Continuez à lire notre journal, vous n'êtes pas racistes. Mais il n'en reste pas moins que dans certains recoins de l'espace public, politique ou non, un climat de suspicion tente de s'installer face à l'autre, avec des guillemets et un A majuscule. On l'entend lorsque des voix ne se limitent pas à discuter des seuils d'immigration, de la capacité d'accueil ou d'intégration, mais blâment les nouveaux arrivants, entre autres pour les crises du logement et en santé. La réalité est pourtant que ces crises sont tout d'abord le produit de gouvernements affairistes qui ne se refusent à agir pour les contrer de manière durable. Dans le fond, il y a quelques voix là, qu'on peut entendre, on ne sait pas d'où elles viennent, on ne sait pas exactement sont où, qui commencent à remettre en question l'immigration. Puis c'est de la faute, dans le fond, des gouvernements qui sont pas bien occupés de l'immigration. Tabarnak, José, tu lis-tu ton journal? Ça se peut pas écrire ça, pour vrai, quand tu es chroniqueuse au Journal de Montréal. Ça ne se peut pas écrire que tu sais pas trop d'où ça vient, ce discours anti-immigration. Vous venez de débaucher Christian Rioux, qui a déjà traité l'immigration de poisson avarié dans une chronique au Devoir. Richard Martineau fait une fixation sur l'islam depuis septembre 2001. Joseph Facal s'invente des amis noirs imaginaires pour essayer de nous convaincre que même les Noirs trouvent que ça va trop loin, le racisme anti-blanc. José Chris, demande un abonnement, tu vas l'avoir gratis, puis lis ton journal un petit peu. My God. Et je termine avec PSPP, bien sûr, qui a condamné les deux extrêmes, tel un grand chef d'État. Oui, il y a une polarisation de notre société. Et oui, il y a eu Shawinigan, mais il y avait une manifestation à l'autre extrême récemment où on pendait un juif. Il a dit ça.
Cette manifestation, c'était pour dénoncer le ministre Itamar Ben-Gvir, ministre israélien qui a en fait un peu légalisé la pendaison en Israël de Palestiniens. C'est sûr que vous avez vu ces images-là passer de gens qui festoyaient. Il y a même sa délicieuse épouse, Ayala, qui lui a offert un gâteau avec une corde de pendu en glaçage pour ses 50 ans pour souligner son beau travail législatif. C'était ça, Paul, la manifestation. C'était pas pour pendre des Juifs, là. Mais bon, je comprends. Pauvre Paul n'a pas une formation universitaire très avancée, hein, on le sait. Il a étudié en Angleterre, le droit, entre autres. Fait que peut-être qu'il y a une lecture des mouvements sociaux tributaires de ça. Puis en plus, il a passé beaucoup de temps récemment, je ne sais pas si vous avez vu, il s'est adressé beaucoup à des organisations sionistes à Montréal, au moins à 2 reprises. Alors j'ai l'impression que malheureusement, son regard est peut-être biaisé. Sur le génocide en Palestine. Voilà. Puis on rappelle, pour tous ces gens-là, de peut-être aller voir sur le site de Nouvelle Alliance. Vous allez vous rendre compte que l'extrême droite, elle n'est pas seulement canadienne-anglaise, elle est québécoise. Les membres de Nouvelle Alliance, il y en a quelques-uns qui militent déjà au Bloc et au Parti québécois. Fait que ça se passe pas juste en Alberta puis au Mississippi. Hey, je termine avec un extrait. C'est fou parce qu'en parallèle, j'écoutais cette semaine pour la xème fois un extrait de. Puis là, ça m'a frappé, par exemple, cette semaine, un extrait d'Yvon Deschamps. Moi, j'aime bien aller chez Renaissance avec les enfants. Avec un jeune enfant, c'est pratique pour les vêtements, pour rapporter des vêtements qui ne font plus et pour acheter des vêtements qui ne dureront pas longtemps parce que ça grandit, les enfants. Puis j'avoue que mon petit côté collectionneur, je vais toujours voir un peu les vinyles et les DVD et même les VHS. Parce qu'on peut trouver des vieux classiques à 1,25$ qu'on écoute pendant quelques mois et qu'on ramène. Donc, on fait une espèce d'économie circulaire et on ne produit pas de nouvelles choses. Alors, vive Renaissance. Et on fait travailler des gens aussi qui, normalement, auraient de la difficulté à travailler dans d'autres secteurs. Fait que ça aussi, c'est quand même intéressant. Et là, je tombe sur un coffret, le tome 2, de 3 coffrets, vous vous rappelez, là, des spectacles. En fait, plus que des spectacles, mais des apparitions télé, de plein de choses autour de Yvon Deschamps. C'est vraiment des beaux coffrets qui sont sortis peut-être il y a 10, 12, même peut-être 15 ans. Autour de 2004. Parce que je sais qu'il y a, en fois, de vidéoclips de la chanson Aimons-nous qui avait été enregistrée avec des humoristes. Je me rappelle à l'époque, je suis dans les apartistes, et ils nous avaient demandé de participer, puis je me sentais mal. Je connaissais pas personnellement Yvon Deschamps, puis moi, les gens que j'aime beaucoup, des fois, je me dis que de m'en approcher, j'aime mieux pas pour pas changer ma vision. Bon, et là, j'ai vu le résultat du clip aujourd'hui, puis je suis extrêmement content de y avoir participé, mais ça n'a pas bien vieilli. Les spectacles d'Yvon Deschamps ont quand même plutôt bien vieilli, mais là, je veux vous faire entendre un extrait de 1977, le récital à la Place des Arts, et c'est au lendemain donc d'élection du Parti québécois, puis on connaît les allégeances. En fait, on connaît les allégeances d'Yvon Deschamps, oui et non. Parce qu'en allant lire un peu là-dessus, je me suis rendu compte que Yvon Deschamps, avant tout, c'est quelqu'un qui croyait en l'indépendance, mais qui mettait déjà en garde le Québec contre certaines dérives. Alors lui, il ne voulait pas être associé à aucun parti politique, même pas le Parti québécois. René Lévesque avait essayé de l'amener dans une espèce de tournée qui n'a jamais eu lieu, je crois, au Canada anglais et aux États-Unis, qui aurait eu un volet politique et un volet culturel pour montrer que c'était quoi le projet d'indépendance. Yvon Deschamps dit non. Puis sur la page Wikipédia, entre autres, il y a des extraits d'entrevues données dans les médias où il dit « Moi, je ne veux pas être associé à un parti, je veux me garder une marge de manœuvre. Je ne ferai jamais un spectacle de la Confédération le 1er juillet, mais en même temps, je ne veux pas être embrigadé dans aucun parti. » Ça, c'est intéressant. Parce que dans ce sketch-là, un extrait que je vais vous présenter, il parle du PQ, en fait, de l'arrivée du PQ en 1976. Puis c'est arrivé quelques fois. Il en a parlé aussi dans un autre spectacle en 1974, quand le PQ avait de la difficulté à avoir des députés proportionnellement au nombre de votes. On se rappelle, là, je pense que c'est l'élection 73 qui avait eu presque 2 millions de votes et 6 députés. Mais là, il parle pas tant du PQ que des Québécois et de leur ambivalence, leur ambiguïté. Mais c'est intéressant parce que son personnage de monologue, il se raidit.
dans cet extrait-là. Et ça m'a frappé, puis c'est pas la première fois que je le vois, ce sketch-là, ça m'a frappé comment, dans le fond, avec le climat politique actuel, déjà en 77, sans le savoir, Yvon Deschamps préfigurait ce qu'allait devenir le nationalisme identitaire québécois. Et cet extrait-là, il est assez savoureux. Je vous l'offre pour terminer. Je vous le mets en contexte, là, c'est au début du spectacle et c'est un effet de mise en scène qui est très beau quand on regarde le spectacle. Là. C'est qu'il se met à chanter On est 6 millions, faut se parler. En fait, on sent qu'il veut montrer qu'on est dans une époque où on a envie du collectif, du vivre ensemble. Et là, il y a des figurants qui arrivent sur la scène. En fait, les musiciens commencent à se présenter aussi. Ça. Tu te dis, ah, cool, début du spectacle, les musiciens se présentent, c'est original. Et là, il y a des figurants qui arrivent. Mais c'est vraiment... c'est très beau quand on connaît pas la suite, là. Puis vous allez la découvrir. Et là, il y a même un papa qui arrive avec son enfant. Puis là, les gens vont voir les musiciens. Puis là, ils se mettent à tous se serrer la main et à se parler. Et l'extrait que je vous présente commence à ce moment-là. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, une bonne écoute. La semaine prochaine, on se retrouve à Québec avec Catherine Dorion et Philippe-Pierre Baudet. Je m'en vais enregistrer ça très bientôt, là, demain en fait. Puis j'ai vraiment hâte. Ça va devant le public en plus, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Voilà, en tout cas, ça pour dire que j'ai très hâte de rencontrer Catherine et Simon-Pierre. Et sur ce, je vous laisse sur cet extrait assez savoureux d'Yvon Deschamps. Dis-moi comment tu t'appelles. Bonsoir, je me présente. Mon nom, c'est Serge Vallière. Je viens de Montréal, je joue de la guitare. Ah, ben, moi, c'est Michel Dion, je suis contrebassiste. Je viens de Montréal aussi. Bonsoir. Salut, ça va bien? On vous dérange pas de haut, là? Allez-vous bien sacrer votre camp? Flying! C'est quétaine, ça? Et parle Georges, j'étais écœuré de ça. Non, mais sont-tu nono? On est 6 millions, faut se parler. Premièrement, on n'est pas 6 millions, faut se rendre ça dans la tête une fois pour toutes. On est 6 millions au Québec, mais on n'est pas 6 millions de Québécois. Si t'enlèves les 20 d'anglais, 10 d'immigrés, 30 de vendus, puis 40 de crottés, on est comme une petite gang. Ouais, tu sais, c'est ma gang à moi. Nous autres, on est des vrais. Oh, tabarnouche. Vous devriez nous voir le soir sur notre terrain, toute la gang. On est là, on prend un coup, tu sais. Et on dit qu'on va... Ah non, ils vont pas... Arrêtez ça! Fatigant! Laissez-moi parler un peu! Pour moi, c'est pas des vrais, ce tabarnouche-là. Maintenant, vous remarquez qu'ils essayent de m'empêcher de parler? Pour moi, c'est pas des vrais pantoutes, ça. Hey, les lunettes! Les lunettes! Hey! Lève-toi. Comment tu t'appelles, toi? Je m'appelle Fred Hinkie et je joue la clavier, la saxophone et le guitare. La guitare, tu vois? On va dire quelque chose depuis Fred Hinkie. Fred Hinkie, voilà. C'est-tu Fred Hinkie, c'est ça? Bon, on va dire quelque chose, Fred Hinkie. Depuis le fameux 15 novembre, c'est nous autres qui run. Habitue-toi à ça. Si la prochaine fois je te demande ton nom, tu diras ton nom, tu laisseras faire le reste, assis-toi. Je savais que c'était pas tout des vrais, ces tabarnouches-là. Pour ça, il joue tellement d'affaires, il prend en place d'au moins toi, lui. Hey, lève-toi! Penses-tu que t'es Québécois parce que t'es capable de parler français? Oui. T'es pas Québécois parce que tu parles français, chose. Moi, je sais compter, je suis comptable. Assis-toi. Ah, ça serait trop facile, n'importe quel épée pour être Québécois. Lève-toi! Es-tu tanné? Non, non. Non, ben si toi. Si t'es pas tanné, c'est certain que c'est pas un vrai Québécois, ça. Non, certain! Parce que le vrai Québécois, il est tanné en tabarnouche! Le vrai Québécois, il est tanné de voir que les gouvernements se sont succédés sans prendre leurs responsabilités. Le vrai Québécois, il espère que le gouvernement actuel, qui se prend pour un vrai gouvernement, va les prendre, ses responsabilités. Et qui va donner à tous les Québécois la chance de s'épanouir. Et pour ça, le vrai Québécois, qu'est-ce qu'il veut?
Il va y avoir les garderies gratis, les maternelles gratis, l'école gratis, l'université gratis, les dentistes gratis, le docteur gratis, l'hôpital gratis, les loisirs gratis et le revenu garanti gratis. Le vrai Québécois veut ça, mais... Le vrai Québécois veut ça à la condition que le gouvernement mette jamais le nez dans ses affaires ou qu'il n'augmente pas ses impôts. Le vrai Québécois, il est tanné de voir que les syndicats sont pas démocratiques. Le vrai Québécois veut des syndicats où que c'est les ouvriers qui run. Mais il veut ça à condition que ces syndicats-là soient affiliés à des centrales tellement fortes qu'elles peuvent faire qu'est-ce qu'elles veulent comme qu'elles veulent sans parler aux ouvriers. Le vrai Québécois, il est tanné de voir qu'il y a encore du monde qui gagne les 100 et les 200 000 par année quand lui, il en gagne 10-15. Le vrai Québécois veut que tout le monde soit égal, plus de riches, plus de pauvres. Mais il veut ça à condition que tu lui laisses la chance de gagner 1 million de l'Auto-Canada tous les 3 mois. Ce qui revient à dire qu'un vrai Québécois, c'est un communiste de cœur, c'est un socialiste d'esprit, puis c'est un capitaliste de poche.